La montre s'est arrêtée à 15h15 précise, au moment exact où les mains d'Élise se sont mises à trembler au-dessus des minuscules engrenages éparpillés sur la table de la cuisine de Gabriel. Elle n'avait jamais voulu qu'il voie ça. Elle n'avait jamais voulu que quiconque découvre son secret, ce don qu'elle cachait au fond d'elle. Mais il était là, debout dans l'encadrement de la porte, de la boue sur ses bottes et la surprise gravée sur son visage buriné par le soleil. Une femme épousée par correspondance n'était pas censée avoir de secret. Elle n'était pas censée transporter des outils de précision dans sa malle, juste à côté de sa robe de mariée. Et elle n'était certainement pas censée être plus douée pour réparer les mécanismes complexes que n'importe quel homme de la région. Mais Élise Morin avait toujours été douée pour briser les règles qu'elle n'avait jamais accepté de suivre. Avant de plonger dans l'histoire d'Élise, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de nos récits. Dites-moi aussi en commentaire depuis quelle ville vous nous écoutez, j'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Maintenant, revenons là où tout a commencé. La diligence soulevait des nuages de poussière comme un animal blessé tentant désespérément de semer sa propre mort. Élise pressait son mouchoir contre sa bouche, mais la poussière trouvait toujours un chemin entre ses dents, se déposant sur sa langue avec le goût amer de la distance et des décisions irrévocables. Par la lucarne de cuir qui servait de fenêtre, les paysages de la Creuse défilaient dans des nuances de brun et d'or, vastes et indifférents. Saint-Jean-des-Bois, mademoiselle, on y sera dans 10 minutes. La voix du cocher couvrait le fracas des roues et le souffle laborieux des chevaux qui faisaient cette route depuis bien trop longtemps. Élise hocha la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. Ses doigts cherchèrent la lettre dans sa poche, le papier était devenu souple à force d'avoir été lu et relu, jusqu'à ce que les plis menacent de se déchirer. « Chère mademoiselle Morin, je suis un homme de peu de moyens et de mots plus simples encore. Je possède des terres, du bétail et une maison qui a besoin d'une présence féminine. Je ne bois pas plus que de raison. Je ne lève jamais la main sous le coup de la colère. Je cherche une partenaire, pas une servante. Si ces conditions vous conviennent, faites-moi savoir la date de votre arrivée. Respectueusement, Gabriel Tessier. Convenable. » Ces conditions lui avaient semblé raisonnables 3 semaines plus tôt, dans sa petite chambre de bonne à Lyon, alors que les menaces de sa propriétaire concernant le loyer impayé résonnaient encore à travers les murs fins. Cela lui avait même semblé généreux comparé à l'alternative. L'offre de son cousin de l'accueillir comme nourrice non rémunérée pour 6 enfants de moins de 8 ans. Mais maintenant, en regardant le bourg se matérialiser à travers la brume de chaleur comme quelque chose d'irréel, le mot convenable ne voulait plus dire grand-chose. L'autre passager, un colporteur qui avait passé les 60 derniers kilomètres à essayer de lui vendre de la poudre dentifrice et des toniques capillaires, avait fini par abandonner et s'était assoupi. Élise lui était reconnaissante pour ce silence. Elle en profitait pour s'entraîner à respirer régulièrement, comme son père le lui avait appris avant que ses mains ne commencent à travailler sur des objets délicats. Respiration calme, mains stables, cœur tranquille. La dernière partie était de son invention, même si son cœur n'avait jamais vraiment reçu le message. Saint-Jean-des-Bois s'annonçait par un panneau délavé par le soleil et pas grand-chose d'autre. La rue principale s'étirait sur à peine 3 pâtés de maisons, une épicerie, un café-tabac, ce qui ressemblait à une petite église et quelques bâtiments éparpillés qui auraient pu être n'importe quoi. Des chevaux étaient attachés à des poteaux, chassant les mouches de leur queue. Un chien dormait à l'ombre d'une auge en pierre. La diligence s'arrêta brusquement devant l'épicerie, et l'estomac d'Élise fit un bond en même temps. « Saint-Jean-des-Bois » cria le cocher, comme s'il y avait le moindre doute. Elle ramassa son sac de voyage, le petit, contenant ses vêtements, et le portrait de ses parents. La plus grosse malle, celle qui contenait les outils enveloppés dans de la toile cirée et cachée sous son manteau d'hiver, était sanglée à l'arrière. Elle y avait écrit « ustensiles de cuisine » d'une écriture soignée. Personne n'avait posé de questions. Le cocher l'aida à descendre. Ses mains étaient respectueuses, son regard bienveillant d'une manière qui lui serra la gorge. « On vient vous chercher, mademoiselle ?»« Oui, je crois bien. » Eh bien, il jeta un coup d'œil à la rue vide. Je suis sûr qu'il ne va pas tarder. Nous sommes un peu en avance. Le colporteur partit sans un mot, se dirigeant droit vers le café. Le cocher commença à dételer les chevaux, et Élise resta là, seule sur le pavé d'un village qu'elle n'avait jamais vu, attendant un homme qu'elle ne reconnaîtrait pas. Elle se déplaça vers l'ombre de l'auvent de l'épicerie. À l'intérieur, une femme l'observait à travers la vitre, curieuse mais pas hostile. Élise essaya de lisser sa robe de voyage, une laine grise qui lui avait semblé pratique à Lyon, mais qui l'étouffait maintenant. Ses cheveux, épinglés avec soin le matin même, s'étaient détachés en mèches folles qui collaient à son cou humide. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une femme qui n'avait plus d'autre choix. « Mademoiselle Morin ?» La voix venait de sa gauche, calme et incertaine. Elle se tourna. Gabriel Tessier n'était pas ce à quoi elle s'attendait, même si elle ne s'était pas autorisée à imaginer grand-chose.
Il était grand, oui, la lettre l'avait mentionné, mais la photographie qu'il avait envoyée était trop floue pour montrer les détails. Il était plus vieux qu'elle ne le pensait, 35 ans peut-être, avec des rides au coin des yeux nés de l'habitude de plisser le regard face au soleil et au vent. Son visage était marqué par le grand air, mais pas dur. Ses épaules étaient larges sous une chemise de travail qui avait connu des jours meilleurs. Il tenait son chapeau à la main, le faisant tourner légèrement, un geste qui semblait inconscient. « Monsieur Tessier », dit-elle d'une voix posée. « Oui, je suis Élise Morin. » Ils restèrent à s'observer un moment qui s'étira trop longtemps. Élise enregistrait des détails malgré elle. Des mains cailleuses et cicatrisées, des bottes usées mais bien entretenues, des yeux plus gris que bleus et plus difficiles à lire qu'elle ne l'aurait souhaité. « Votre mal, dit-il enfin. J'ai la charrette juste là. Merci. » Il passa devant elle pour parler au cocher, et Élise perçut une odeur de cheval, de cuir et d'autres choses, peut-être de sauge ou cette odeur particulière des grands espaces. Lorsqu'il revint avec sa malle en équilibre sur une épaule comme si elle ne pesait rien, elle le suivit jusqu'à une charrette qui avait clairement vécu. « Il y a environ 1 heure de route jusqu'au domaine, dit Gabriel en chargeant ses affaires avec soin. Plus long si le ruisseau a débordé, mais ça ne devrait pas être le cas à cette saison. C'est parfait. » Il l'aidait à monter sur le siège, puis grimpa à ses côtés. Les ressorts de la charrette grincèrent. Les chevaux, 2 baies robustes qui semblaient aussi fatigués qu'Élise, s'élancèrent sans qu'on le leur ordonne. Ils laissèrent Saint-Jean-des-Bois derrière eux en quelques minutes. Le silence entre eux n'était pas confortable, mais il n'était pas hostile non plus. C'était le silence de 2 personnes qui ne savaient pas quoi se dire, alors ils ne disaient rien. Élise regardait le paysage défiler. C'était beau d'une manière brute et impitoyable. Des herbes qui bougeaient comme de l'eau, un ciel qui semblait infini, des lignes d'horizon qui restaient obstinément hors de portée. « La lettre » dit brusquement Gabriel. « Vous avez reçu ma lettre » ? « Oui. » Et la seconde aussi. Elle l'avait reçue. Elle était arrivée 1 semaine après la première, plus courte et d'une certaine manière plus honnête. Je dois vous dire que je ne cherche pas de romance ou de faux semblants. Ma première femme est morte il y a 4 ans. Je ne cherche pas à la remplacer. J'ai besoin d'aide pour la ferme et la maison, et je suis prêt à offrir le mariage en échange de cette aide. Si vous attendez des poèmes d'amour et des clairs de lune, vous devriez probablement prendre une autre diligence. Mais si vous êtes pragmatique et capable de travailler dur, nous pourrions bien nous entendre. Je l'ai reçu, dit Élise. Je voulais juste être clair. Je ne voulais pas que vous pensiez. Il s'arrêta, puis reprit. Certains hommes envoient des lettres pleines de promesses qu'ils ne pensent pas. Je me suis dit que l'honnêteté valait mieux. J'apprécie l'honnêteté. Bien. Nouveau silence. Une buse décrivait des cercles au-dessus d'eux, portés par des courants thermiques qu'Élise ne pouvait pas voir. Vous savez cuisiner ? Demanda Gabriel. Oui. Enfin, quand c'est nécessaire. Monter à cheval ? Je n'ai jamais essayé. Il hocha la tête, assimilant l'information. Vous apprendrez. Ce n'est pas compliqué. Les animaux sont plus simples que les gens, pour la plupart. J'essaierai de ne pas le prendre personnellement. La réplique était sortie avant qu'elle ne puisse l'arrêter, cette petite pointe d'humour qui lui avait valu des ennuis plus d'une fois. Mais le coin de la bouche de Gabriel tressaillit. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Je ne le pensais pas comme ça. Je sais. Ils passèrent devant une petite ferme en ruine, à moitié effondrée et abandonnée. Puis une autre. Des signes de gens qui avaient essayé et échoué à arracher quelque chose à cette terre. Élise se demanda si Gabriel les voyait encore ou s'ils étaient devenus invisibles pour lui, faisant partie du décor au même titre que l'herbe et le ciel. « Votre lettre, dit-elle, se surprenant elle-même. Vous mentionniez votre femme. Si cela ne vous dérange pas que je demande, la fièvre. » Sa voix devint monocorde. L'hiver 72, rapide et féroce. Personne n'a rien pu faire. Je suis désolé, c'était il y a longtemps. Mais la façon dont il le dit fit penser à Élise que ce n'était pas encore assez vieux. La charrette heurta une ornière, et Élise s'agrippa au siège pour se stabiliser. La main de Gabriel jaillit instinctivement, attrapant son coude, puis le relâchant tout aussi vite. Désolé. La route devient mauvaise ici, ce n'est rien. Je me dis toujours que je devrais combler ces trous, mais le printemps revient et les creuse à nouveau. Ça semble inutile. Comme de balayer un sol en terre battue. Exactement comme ça. Ils échangèrent un regard, bref, surpris, qui contenait quelque chose proche de la compréhension. Le soleil descendait. Le corps d'Élise était douloureux à cause du voyage, de la tension, du poids de l'incertitude. Elle voulait demander combien de temps il restait, mais cela semblait enfantin. Elle voulait demander ce qu'il attendait d'elle, mais la réponse pourrait être pire que l'ignorance. À la place, elle dit « Parlez-moi du domaine ». Gabriel bougea sur son siège, réfléchissant. 80 hectares, environ 50 têtes de bétail pour l'instant, même si je reconstitue le troupeau. J'en ai perdu quelques-unes cet hiver. Il y a une maison en pierre, pas une cabane, avec 3 pièces. Une cuisine, une salle commune, une chambre. L'eau du puits est bonne. Le voisin le plus proche, c'est chez les Lefebvre, à environ 8 km à l'est. 8 km. Ce n'est pas la vie citadine.
Je ne m'attendais pas à ce que ce le soit. Certaines femmes, si. Elles viennent ici en pensant que ce sera comme à la ville, avec juste un décor différent. Puis l'hiver arrive, où elles passent 3 jours sans voir une âme, et elles réalisent, il s'arrêta. Désolé, vous n'avez pas fait tout ce chemin pour m'entendre parler des erreurs des autres. Mais Élise entendit ce qu'il ne disait pas. Sa première femme avait été l'une de ces femmes. Elle était venue d'ailleurs en attendant autre chose, et la solitude de la campagne l'avait brisée bien avant que la fièvre ne s'en charge. Je ne suis pas comme la plupart des femmes, dit doucement Élise. Gabriel lui jeta un coup d'œil, son expression indéchiffrable. Non, je suppose que non. La ferme apparut progressivement, émergeant de la monotonie du paysage comme une pensée devenant solide. La maison se dressait seule sur une légère éminence. Ses murs en pierre grise étaient marqués par le temps mais intacts. Une grange, un enclos, un poulailler. Tout était fonctionnel, rien n'était décoratif. Derrière tout cela, la terre s'étirait en vagues d'or et de verre. Cela semblait solitaire. Cela ressemblait à du travail. C'était à la fois la fin du monde et le début de quelque chose de nouveau. Gabriel arrêta la charrette près de la maison. Eh bien, nous y sommes. Oui. Aucun d'eux ne bougea. J'ai pensé, dit-il avec précaution, que nous ferions la cérémonie demain. Pour vous donner le temps de vous installer, de voir si il s'éclaircit la gorge. Le curé passe une fois par mois. Il est au village en ce moment. J'ai fait dire que nous aurions besoin de lui. Demain, c'est très bien. Il y a une chambre d'amis. Ça devait être une chambre d'enfant, mais il se leva brusquement, sautant de la charrette. Quoi qu'il en soit, vous pouvez dormir là ce soir, jusqu'à ce que les choses soient officielles. Merci. Il porta sa malle à l'intérieur tandis qu'Élise suivait, essayant de ne pas laisser paraître son épuisement. La maison était propre, mais dépouillée. Une table, 4 chaises, un poêle qui avait beaucoup servi, des rideaux aux fenêtres, en cotonnade délavée, soigneusement raccommodés. Les signes d'une présence féminine, précieusement préservée. La présence de sa première femme. La chambre d'amis était petite, juste assez grande pour un lit étroit et une table de toilette. Gabriel déposa sa malle doucement. Il y a de l'eau dans le pichet, elle n'est pas chaude, mais elle est propre. Je vais préparer le souper dans un moment, rien de sophistiqué. Je peux aider. Vous avez voyagé toute la journée, reposez-vous. Il partit avant qu'elle ne puisse protester, refermant la porte derrière lui. Élise s'assit sur le lit. Les cordages grincèrent mais tinrent bon. Elle regarda les murs nus, l'unique fenêtre qui ne montrait que de l'herbe et du ciel. Elle l'avait fait, elle l'avait vraiment fait. Elle était montée dans une diligence, avait parcouru des centaines de kilomètres et avait accepté d'épouser un inconnu contre la promesse de nourriture, d'un abri et d'une place dans ce monde. Ses mains tremblaient. Elle les pressa à plat contre ses cuisses, respirant lentement. C'était pragmatique, c'était sensé. C'était de la survie, pas du sentiment, et elle avait fait la paix avec ça. Elle savait depuis la mort de son père que le monde ne s'intéressait pas à ce qu'elle voulait, mais seulement à ce qu'elle pouvait faire pour se rendre utile. La malle était posée contre le mur, innocente et discrète. À l'intérieur, enveloppée dans de la toile et son manteau d'hiver, se trouvaient les outils que son père lui avait donnés. Les pinces délicates et les limes, les loupes, les minuscules tournevis, les mouvements de montre qu'il avait gardés pour qu'elle puisse s'exercer. Le seul garde-temps terminé qu'elle avait fabriqué elle-même, son boîtier gravé de ses initiales en lettres si petites qu'il fallait des mains stables et de bons yeux pour les lire. Elle les avait apportés parce que les laisser derrière, elle aurait été comme abandonner le dernier morceau de son père dans une pension où la propriétaire les aurait vendus pour quelques francs sans jamais savoir ce qu'ils valaient. Mais elle ne le dirait pas à Gabriel. Elle ne pouvait pas. C'était trop étrange, trop inhabituel. Les femmes n'étaient pas horlogers. Les femmes n'étaient pas des artisans de précision. Et les hommes avaient déjà assez de raisons de trouver leurs épouses déroutantes sans ajouter « elle peut démonter un chronomètre en moins de 10 minutes à la liste ». Un coup à la porte la fit sursauter. « Le souper est prêt », appela Gabriel à travers le bois, « si vous avez faim ». « J'arrive tout de suite ». Elle s'aspergea le visage avec l'eau du pichet, recoiffa ses cheveux du mieux qu'elle put et alla rejoindre l'homme qu'elle avait accepté d'épouser dans environ 18 heures. Le repas était simple, des haricots, du pain de maïs, un café noir à réveiller un mort. Ils mangèrent en silence au début, le bruit des cuillères sur les assiettes en étain étant le seul son audible. Puis Gabriel dit « Votre famille », la lettre mentionnait que votre père était décédé. L'année dernière, une pneumonie. Votre mère ? Quand j'avais 12 ans, le typhus, il hocha la tête. La mort était assez courante pour ne pas nécessiter de longs discours. Des frères ? Des sœurs ? Non, juste moi. Ça a dû être dur après votre père. Oui. Elle attendit qu'il lui demande ce que son père faisait, ce qu'elle avait fait, comment elle avait survécu l'année entre son décès et ce moment. Mais il ne le fit pas. Soit il le savait déjà par ses lettres, soit il comprenait que certaines questions n'avaient pas besoin de réponse. « J'ai un frère », proposa Gabriel. « Il est parti vers Bordeaux. Je ne l'ai pas vu depuis 6 ans. On ne s'écrit pas beaucoup. Il vous manque ?» Il réfléchit un instant. « L'idée de lui me manque, peut-être. La personne dont je me souviens,
Mais les gens changent. La distance les change encore plus. Ou peut-être que la distance leur permet simplement de devenir ce qu'ils étaient déjà. Gabriel la regarda par-dessus la table, il la regarda vraiment, et Élise se sentit soudainement exposée. Comme s'il pouvait voir à travers sa robe pratique et ses manières soignées pour apercevoir la petite fille qui avait passé son enfance dans l'atelier de son père, apprenant à faire tourner de minuscules roues et à enrouler des ressorts, devenant quelqu'un qui ne s'intégrait nulle part. « Peut-être, dit-il enfin. Après le souper, il lui fit faire le tour du propriétaire. La grange où 2 chevaux et une vache laitière les observaient de leurs yeux patients, le poulailler où une douzaine de poules s'installaient pour la nuit, le puits avec son seau et sa corde. Tout était net, tout était entretenu, tout témoignait d'un homme qui tenait parole concernant le travail et la sobriété. Le soleil se couchait, peignant la campagne de nuances orange et violettes qui semblaient impossibles, comme si la terre essayait de s'excuser pour sa rudesse durant la journée. « C'est magnifique, dit Élise, et elle le pensait. Ça peut l'être. D'autres fois, ça essaiera de vous tuer. La voix de Gabriel était factuelle. Les tempêtes, la sécheresse, l'hiver. La terre se fiche de savoir si vous la trouvez jolie. Je suppose que rien ne se soucie de ce que nous pensons. Non, je suppose que non. » Ils restèrent ensemble dans la lumière déclinante, 2 êtres qui avaient accepté de lier leur vie pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le coucher du soleil et tout à voir avec la survie. « Le curé sera ici vers midi demain, dit Gabriel. J'ai demandé aux Lefebvre de servir de témoins. Ce sont de braves gens. Vous les aimerez bien, très bien. Après, nous dînerons. » Puis il s'arrêta et reprit. « Je n'attends rien demain soir ou n'importe quelle autre nuit. Nous verrons comment les choses se passent. Aucune pression. » La poitrine d'Élise se serra de ce qui aurait pu être de la gratitude, du soulagement ou simplement l'épuisement qui la rattrapait enfin. « Merci. C'est juste pragmatique, c'est tout. Quand même, merci. » Il hocha la tête puis se tourna vers la grange. « J'ai quelques bricoles à finir. Vous devriez vous reposer. Demain sera une longue journée. » Elle le regarda s'éloigner, sa démarche tranquille, ses épaules portant le poids de sa propre solitude comme quelque chose dont il avait pris l'habitude. Puis elle retourna à l'intérieur, dans la chambre d'amis qui serait la sienne, pour une dernière nuit. Le sommeil aurait dû venir facilement. Elle était assez fatiguée. Mais au lieu de cela, Élise resta éveillée à écouter des sons inconnus. La maison qui travaillait, le vent dans les herbes hautes. Quelque part au loin, un renard glapit et un autre lui répondit. Elle pensa à demain, au moment où elle se tiendrait devant le curé pour promettre des choses qu'elle ne pourrait peut-être pas tenir, au fait de partager une maison avec un homme aimable mais impénétrable, honnête mais distant. Elle pensa aux outils cachés dans sa malle et aux secrets qu'elle porterait jusqu'à ce que cela devienne impossible. Son père disait toujours qu'une bonne montre donnait l'heure honnêtement, sans se plaindre, faisant le travail pour lequel elle avait été conçue. C'était tout ce qu'on pouvait demander. Élise espérait que la même chose était vraie pour les gens, que faire le travail, respecter le pacte, serait suffisant, parce que ça devait l'être. Il n'y avait d'autre issue que d'aller de l'avant. Quelque temps après minuit, elle finit par s'assoupir, sa dernière pensée étant une prière informe adressée à personne en particulier. Faites que ça marche. Faites que ce soit suffisant. Faites que je n'ai pas commis une terrible erreur. Dans l'autre pièce, Gabriel restait éveillé lui aussi, fixant le plafond et se demandant la même chose. Demain apporterait des réponses, ou du moins, demain apporterait un mariage. Et après cela, ils découvriraient tous les deux ce qu'ils avaient réellement accepté. Le matin arriva à la fois trop vite et trop lentement. Élise se réveilla alors qu'une lumière pâle filtrait à travers le rideau. Son corps était raide à cause du matelas inconnu et de la tension qu'elle avait emportée dans son sommeil. Pendant un instant, elle ne sut plus où elle se trouvait. Puis tout lui revint d'un coup, comme une chute vertigineuse. Aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Elle s'habilla avec soin, mettant la seule belle robe qu'elle possédait, un coton bleu foncé avec des boutons tout le long du corsage. Ses mains tremblèrent 2 fois avant qu'elle ne parvienne à les fermer correctement. Dans le miroir de la table de toilette, petit et piqué par le temps, son reflet lui renvoyait un regard qui contenait plus de peur qu'elle ne voulait l'admettre. La cuisine était vide quand elle apparut, mais le café chauffait sur le poêle et une assiette de biscuits l'attendait sur la table, recouverte d'un linge propre. Par la fenêtre, elle aperçut Gabriel près de la grange, brossant l'un des chevaux avec des gestes longs et réguliers. Il avait mis des vêtements propres, toujours des vêtements de travail mais plus neufs. Ses cheveux étaient mouillés, plaqués en arrière. Élise se servit un café et se força à manger un biscuit dont elle ne sentait pas le goût. Son estomac lui donnait l'impression d'avoir été noué par un expert. Le bruit d'une charrette qui approchait la fit se figer, la tasse à mi-chemin des lèvres. Par la fenêtre, elle vit un couple descendre. Un homme à peu près de l'âge de Gabriel, trapu et marqué par le temps, et une femme d'environ 10 ans de plus qu'Élise, avec un visage doux et des mains qui semblaient capables de tout. Les Lefebvre, sans doute. Vénus la regardait épouser un inconnu.
Gabriel les rejoignit, serrant la main de l'homme, saluant la femme d'un signe de tête. Ils discutèrent une minute, trop loin pour qu'Élise puisse entendre, puis tous les trois se tournèrent vers la maison. Elle posa sa tasse et lissa sa robe une dernière fois. C'était le moment. Pas de retour en arrière possible. Pas qu'il y ait eu un endroit où retourner de toute façon. La porte s'ouvrit. Gabriel entra le premier, suivi du couple. De près, la femme avait des rides de rire au coin des yeux et de la farine sur sa manche. L'homme avait le même aspect buriné que Gabriel, comme si le soleil et le vent l'avaient sculpté dans une matière plus dure que la chair ordinaire. « Élise, dit Gabriel d'une voix prudente. Voici Jean Lefebvre et sa femme Marie. Ce sont nos voisins. Ravis de vous rencontrer. » La voix d'Élise était plus stable qu'elle ne l'aurait cru. Marie s'avança, prenant les deux mains d'Élise dans les siennes. « Bienvenue, ma chère. Je sais que tout cela doit vous sembler très étrange, mais vous vous habituerez. Nous y sommes toutes passées. Merci. J'ai apporté un gâteau, continua Marie, désignant un paquet enveloppé de tissu que Jean portait. Je me suis dit qu'il nous fallait quelque chose de sucré pour marquer l'occasion. C'est très gentil à vous. Allons donc, nous sommes voisins maintenant. On s'entraide par ici. Il le faut bien, sinon aucun de nous ne s'en sortirait. Une autre charrette apparut à l'horizon, avançant plus lentement. Le curé pensa à Élise, et ses mains devinrent glacées malgré la douceur du matin. Gabriel vit son visage. Tout va bien? C'est juste. Elle s'arrêta. Il n'y avait pas de bonne façon de finir cette phrase. Je sais. Et peut-être qu'il savait vraiment. Il semblait presque aussi mal à l'aise qu'elle. Le curé s'avéra être plus jeune que ce qu'Élise imaginait, environ 40 ans, avec des yeux bienveillants et un missel si usé que la couverture tombait en lambeaux. Il se présenta comme Père Martin, serra la main de tout le monde et ne sembla pas remarquer, ou ne pas se soucier, du fait que les mariés osaient à peine se regarder. « Bien, dit-il joyeusement, on commence ?» C'est une magnifique journée pour ça. Ils se rassemblèrent devant la maison, tous les 5, avec la campagne s'étendant à perte de vue comme le plus grand témoin du monde. Le père Martin ouvrit son missel, trouva sa page et commença. Élise entendit peut-être la moitié des mots. Le reste se perdit dans le bruit de son propre cœur et le sifflement du vent dans l'herbe. Elle entendit légitime épouse, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare, des phrases qui semblaient simples jusqu'à ce qu'il faille les promettre à voix haute à quelqu'un qu'on connaissait depuis moins d'un jour. Quand vint le moment de répondre, sa voix se brisa sur le « je le veux ». Celle de Gabriel était ferme, mais ses mains étaient crispées le long de son corps. « L'alliance » demanda le prêtre. Gabriel fouilla dans sa poche et sortit un anneau d'or tout simple, pas neuf. Élise pouvait voir l'usure dessus, les minuscules rayures nées d'années d'usage, l'alliance de sa première femme. Elle s'en doutait, mais la voir lui fit l'effet d'un coup en plein cœur. Il la glissa à son doigt. Elle était un peu trop grande, tournant quand elle bougeait la main. « Je vous déclare maintenant mari et femme. Gabriel, vous pouvez embrasser votre épouse. » Ils se regardèrent, pris au dépourvu. Le prêtre attendait. Les Lefebvre aussi. Toute la plaine semblait retenir son souffle. Gabriel se pencha et pressa ses lèvres contre les siennes. Un baiser bref et chaste, terminé presque avant d'avoir commencé. Ses lèvres étaient sèches. Son haleine sentait le café, et le premier baiser d'Élise en tant que femme mariée ressemblait plus à la signature d'un contrat qu'à un geste romantique. C'était fait. Marie l'enlaça, un geste chaleureux et rapide. Jean serra la main de Gabriel avec une poigne qui semblait douloureuse. Le père Martin referma son livre d'un coup sec et satisfait. « Félicitations à vous deux. Que votre vie commune soit bénie par la santé et le bonheur. » Ils rentrèrent pour le dîner. Le gâteau de Marie, du poulet froid, du pain et des confitures que quelqu'un avait dû préparer l'été dernier. Élise essaya de manger, de sourire, d'agir comme une nouvelle mariée au lieu d'une femme qui avait l'impression de sauter d'une falaise sans savoir s'il y avait de l'eau ou des rochers en bas. Les Lefebvre étaient charmants, comblant les silences par des conversations faciles sur leur propre ferme, la météo ou la construction d'une grange prévue pour le mois suivant. Marie jetait régulièrement des coups d'œil à Élise, un mélange de sympathie et d'évaluation. « Comment vous sentez-vous pour vos débuts ?» demanda-t-elle quand les hommes sortirent voir quelque chose que Gabriel voulait montrer à Jean. « Ça ne fait qu'1 jour. Je sais, mais quand même, comment tenez-vous le coup ?» Élise envisagea de mentir, puis se dit qu'elle était trop fatiguée pour cela. « Je suis terrifiée. » Le rire de Marie fut inattendu et sincère. « Eh bien, c'est honnête. Je vous aime déjà. Est-ce que ça passe, la peur ?» finit par demander Élise. « Avec le temps. Et le travail ? Non, ça reste dur, mais on devient plus forte. » Elle se rapprocha, baissant la voix. Gabriel est un homme bien, silencieux, il garde trop les choses pour lui, mais il est intègre jusqu'au bout des ongles. Sa première femme, elle s'arrêta, semblant peser ses mots. Elle n'était pas faite pour cette vie. Elle venait de la ville en attendant autre chose. Ça la usait bien avant que la maladie ne l'emporte. Il m'a dit qu'elle était morte de la fièvre. C'est vrai, mais elle était déjà à moitié partie. Cet endroit, l'isolement, ça a brisé quelque chose en elle. Marie toucha la main d'Élise. « Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, juste pour que vous sachiez qu'il a souffert. Il est prudent maintenant.
Il lui faudra peut-être du temps pour comprendre que vous êtes différente. Et si je ne le suis pas? Différente, je veux dire. Est-ce que vous avez l'intention de baisser les bras et de repartir à Lyon? Je n'ai nulle part où retourner. Alors vous êtes déjà différente. Solange, sa première femme, elle avait toujours un autre endroit où elle aurait voulu être. Vous, vous êtes ici parce que c'est là que vous devez être. Ce n'est pas du tout la même chose. Les hommes revinrent avant qu'Élise ne puisse répondre. Le curé s'excusa, il avait encore 3 étapes à faire aujourd'hui et devait se remettre en route. Les Lefebvre partirent peu après, promettant de revenir bientôt et invitant Élise à passer chez eux quand elle le souhaiterait. Et puis, ils ne furent plus que 2, mari et femme, seuls dans une maison qui semblait soudain trop calme et trop petite à la fois. Gabriel débarrassa la table sans qu'on lui demande. Élise fit la vaisselle. Ils bougeaient l'un autour de l'autre avec précaution, comme des danseurs qui ne connaîtraient pas les pas de la chorégraphie. « Je devrais aller voir les bêtes », dit Gabriel une fois la dernière assiette essuyée. « Ça ne sera pas long. »« Très bien. » Il hésita sur le pas de la porte. « Vos affaires dans la chambre d'amis, je peux les déplacer dans notre chambre, si vous voulez. Notre chambre. » Les mots flottaient entre eux, chargés d'implications qu'aucun d'eux ne voulait examiner de trop près. « C'est parfait, dit Élise, car que pouvait-elle dire d'autre ?» Il hocha la tête et sortit. Par la fenêtre, elle le regarda marcher vers la grange, sa démarche résolue, comme s'il était soulagé d'avoir une tâche concrète à accomplir. Élise resta seule dans la cuisine de sa nouvelle demeure et essaya de ressentir autre chose qu'un engourdissement total. L'après-midi s'étira. Gabriel resta dehors, se trouvant du travail qui n'était probablement pas urgent, juste pour éviter de rentrer. Élise déballa sa malle proprement, suspendant ses quelques robes au pater de la chambre, disposant sa brosse et son miroir sur la commode. La pièce gardait encore des traces de Solange. Un ruban délavé oublié dans un tiroir, une tache d'humidité au plafond, ayant une forme qu'Élise ne parvenait pas à nommer. Elle se demanda si Gabriel voyait sa première femme partout où il posait les yeux, ou si le temps avait fini par polir ses souvenirs. La plus grosse malle resta fermée pour l'instant. Les outils demeuraient enveloppés dans la toile cirée, cachés sous son manteau d'hiver. Un jour, peut-être, elle lui ferait assez confiance pour partager cette partie d'elle-même, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui était déjà bien assez compliqué. Quand Gabriel finit par rentrer pour le souper, le soleil se couchait et Élise avait réussi à préparer un ragoût passable avec ce qu'elle avait trouvé dans le garde-manger. Ils mangèrent dans le même silence inconfortable que la veille, sauf que maintenant, ils portaient des anneaux aux doigts et avaient fait des promesses devant témoins. « Le ragoût est bon », finit par dire Gabriel. « Merci. Vous cuisinez mieux que... » Il s'arrêta, puis reprit. « C'est bon. Mieux que Solange », avait-il failli dire. Élise l'entendit, quand même. Après le repas, Gabriel rentra du bois de chauffage, même s'il n'en avait pas encore besoin. Élise raccommoda une chemise qu'elle avait trouvée dans la chambre, se concentrant sur les points de couture pour oublier le tic-tac de l'horloge et la nuit qui approchait. Enfin, quand la lumière eut presque disparu et qu'il n'y eut plus de travail derrière lequel se cacher, ils se retrouvèrent face à face dans la pièce principale, comme 2 adversaires avant un combat. « Je vais couvrir le feu, dit Gabriel. Je vais me préparer pour la nuit. » Dans la chambre, Élise enfila sa chemise de nuit avec des mains tremblantes. Elle nappa ses cheveux. Elle ouvrit le lit, ce lit qu'elle allait désormais partager avec l'homme qu'elle avait épousé le matin même. Les draps étaient propres mais usés par le temps, et quand elle s'y glissa, elle put sentir l'odeur du grand air, du savon et le fantôme lointain d'un parfum qui n'était pas le sien. Gabriel entra quelques minutes plus tard. Il souffla la lampe avant de se déshabiller, et Élise lui fut reconnaissante pour l'obscurité. Elle entendit le froissement des vêtements qu'on retire, le craquement du lit alors qu'il s'allongeait sur le bord opposé, aussi loin d'elle que le matelas le permettait. Ils restèrent là, dans le noir, tous 2 rigides, sans se toucher. L'espace entre eux était rempli de non-dits. Élise, sa voix était basse. « Oui ? Je pensais ce que j'ai dit hier. Je n'ai aucune attente, pas ce soir. Je sais. Je voulais juste être clair. Vous l'êtes. » Nouveau silence. Puis, si bas qu'elle faillit ne pas l'entendre, « Bonne nuit. » Elle resta éveillée pendant des heures, écoutant sa respiration, sentant le matelas bouger légèrement quand il changeait de position. C'était sa vie désormais. Ce lit, cette maison, cet homme. Elle l'avait choisi, ou du moins choisi autant qu'on choisit quoi que ce soit quand les alternatives sont pires. Finalement, l'épuisement gagna. Elle s'endormit peu avant l'aube, et si elle fit des rêves, elle ne s'en souvint pas. Les jours suivants s'installèrent dans une routine. Gabriel se levait avant l'aube pour s'occuper des bêtes et vérifier les clôtures. Élise apprit les rythmes de la maison, l'endroit où pendait le seau du puits, la façon dont le poêle aimait être alimenté, la latte du plancher qui grinçait. Ils se parlaient par phrases courtes, pour des choses pratiques. Besoin de quelque chose au village. Le poulailler a besoin d'être réparé. Le tonneau d'eau est presque vide. Ce n'était pas hostile. Ce n'était même pas inamical. C'était juste prudent, chacun testant les limites de ce nouvel arrangement.
Marie Lefebvre vint lui rendre visite 3 jours après le mariage, apportant des œufs et des nouvelles de gens qu'Élise ne connaissait pas encore. Elle resta pour le café, discutant avec aisance, tandis qu'Élise écoutait, essayant de mémoriser les noms et les liens de parenté. « Vous vous débrouillez bien, dit Marie avant de partir. Très bien même. Donnez-vous du temps. Mais le temps semblait étrange ici. Les journées se confondaient, marquées uniquement par le travail nécessaire. Élise apprit à nourrir les poules, à ramasser les œufs sans se faire piquer, à pomper l'eau sans s'éclabousser. Ses mains, habituées au travail délicat avec des outils minuscules, apprirent à serrer une fourche et à porter de lourds seaux. Elle apprit aussi à connaître Gabriel, par petites touches. Il était gaucher. Il prenait son café noir et amer. Il parlait plus aux chevaux qu'à elle, sa voix devenant plus douce quand il pensait être seul. Il dormait sur le côté droit, recroquevillé sur lui-même comme s'il protégeait quelque chose. Et parfois, au milieu de la nuit, il prononçait un nom qui n'était pas le sien. Solange. Élise faisait semblant de ne pas entendre. Une semaine après le mariage, Gabriel rentra de la grange avec sa chemise déchirée à l'épaule. « Que s'est-il passé » demanda Élise. « Accroché à un clou, rien de grave. Faites-moi voir. » Il hésita, puis retira sa chemise. Il y avait une égratignure sur son épaule, pas profonde mais longue, perlée de sang. Élise alla chercher de l'eau et un linge propre, lui faisant signe de s'asseoir. Ça risque de piquer, prévint-elle. J'ai connu pire. Elle nettoya la plaie avec soin, consciente de sa proximité, de la chaleur de sa peau sous ses mains. Elle sentait qu'il se tendait, par douleur ou par gêne, elle ne pouvait le dire. « Vous êtes doué pour ça, dit-il. Mon père était de santé fragile ces dernières années. J'ai appris à soigner les blessures. Que faisait-il? Votre père? » La question la prit au dépourvu. Elle avait été si prudente pour ne pas mentionner son métier, craignant où la conversation pourrait mener. Il avait un atelier. Des réparations, principalement. Quel genre de réparations? Des petites choses, des horloges, des montres, du travail de précision. Gabriel resta silencieux un moment. Il vous a appris? C'est une compétence utile. Pour un homme, peut-être. Pourquoi seulement pour un homme? Parce que c'est ce que tout le monde a toujours dit. Parce que les mains des femmes sont censées servir à la couture, à la cuisine et au bébé, pas à comprendre comment les engrenages s'emboîtent et les ressorts s'enroulent. Parce qu'elle avait passé des années à cacher ce qu'elle savait faire, de peur d'être traitée d'étrange ou de contre-nature. C'est comme ça, c'est tout, dit-elle enfin en terminant le bandage. Il lui attrapa doucement le poignet avant qu'elle ne s'éloigne. Je ne voulais pas être indiscret. Vous ne l'avez pas été. Si vous voulez parler de lui, de votre père, je vous écouterai. Quelque chose dans sa voix fit qu'elle le regarda vraiment. Ses yeux étaient sérieux. Sa prise attentive. Il essayait, réalisa-t-elle. Il essayait de construire quelque chose entre eux au-delà du pacte pragmatique qu'ils avaient conclu. Peut-être un jour, dit-elle doucement. Il relâcha son quand vous serez prête. Cette nuit-là, Gabriel ne dormit pas tout au bord du lit, pas tout près d'elle, sans la toucher, mais sans l'éviter non plus. C'était un changement infime, presque imperceptible, mais Élise le remarqua. Les jours continuaient de défiler. Le corps d'Élise s'habituait au travail, ses mains devenaient plus rudes, son dos se renforçait. Elle ne perdait plus son souffle en portant l'eau du puits. Elle apprit à lire le ciel pour prévoir la météo, à juger quand le pain avait assez levé, à reconnaître quelle poule voulait couver et laquelle était simplement hargneuse. Et lentement, presque sans qu'ils s'en rendent compte, elle et Gabriel apprirent à se connaître. Elle découvrit qu'il fredonnait en travaillant, un air sans mélodie mais constant, qu'il gardait les meilleurs morceaux de viande pour son assiette à elle, qu'il dormait mal avant les tempêtes, agité d'une manière qu'il ne montrait jamais le jour. Il apprit qu'elle était plus forte qu'elle n'en avait l'air, qu'elle ne se plaignait jamais, même quand la tâche était rude, qu'elle avait l'esprit vif et un humour pince sans rire qui le prenait souvent de court. Il parlait plus, pas encore de choses essentielles, mais des détails quotidiens qui font une vie. Gabriel lui parlait de la terre, des zones qui inondaient au printemps, de l'endroit où l'herbe était la plus grasse. Élise posait des questions, apprenant ce dont elle aurait besoin pour survivre ici. « Vous apprenez vite, dit-il un soir alors qu'ils étaient assis sur le perron après le souper. Plus vite que... » Il s'interrompit. Plus vite que Solange. Il la regarda, surpris. « Marie vous a parlé d'elle. Un peu. Et vous prononcez son nom parfois, la nuit. » Son visage se figea. « Je ne savais pas. Ce n'est rien. Si ça l'est. Vous êtes ma femme maintenant. Vous ne devriez pas avoir à... » Il se frotta le visage, frustré. « Je suis désolé. Vous l'aimiez. Oui, mais elle est partie et vous êtes là, et ce n'est pas juste pour vous. » Élise regarda le soleil sombrer vers l'horizon, peignant tout en or. Mon père disait toujours que la justice était un luxe, que la plupart d'entre nous devaient simplement se débrouiller avec ce qu'ils avaient. Ça ressemble à un homme pragmatique, il l'était. Elle fit une pause. Il vous aurait bien aimé, je pense. Ah bon? Vous êtes honnête. Il accordait beaucoup de valeur à cela. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant la campagne changer de couleur à mesure que la lumière baissait. Une brise fraîche se leva.
apportant l'odeur de l'herbe et des grands espaces. « Je devrais vous dire quelque chose, dit brusquement Gabriel. À propos de Solange. Pourquoi ce qui s'est passé ?» Élise attendit, sans le presser. Elle n'était pas faite pour ça, l'isolement, le travail, la répétitivité de tout ça. Elle a essayé, je lui accorde ça, mais elle était malheureuse. Elle pleurait avant de s'endormir presque tous les soirs. Elle me suppliait de vendre le domaine, de déménager en ville, de trouver un autre travail. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Je ne l'ai pas fait. Je me disais qu'elle finirait par s'adapter, qu'il lui fallait juste du temps, mais ça n'est jamais venu. Et puis la fièvre est arrivée, et peut-être sa voix se brisa, peut-être qu'une partie d'elle a été soulagée. Vous ne pouvez pas savoir ça. Je sais qu'elle a arrêté de se battre. Je sais que je la regardais s'éteindre un peu plus chaque jour, et que je ne savais pas comment l'arrêter. Certains ne sont pas faits pour certaines vies. Ce n'est pas pour autant votre faute. Il se tourna vers elle. Vous le croyez vraiment ? Je crois que vous avez fait ce que vous avez pu. Parfois ça ne suffit pas, mais ça ne veut pas dire que vous avez échoué. Vous êtes différente d'elle, plus forte peut-être, ou juste plus têtue. Je n'ai nulle part d'autre où aller. Ça aide. C'est la seule raison ? Parce que vous êtes coincé ici ? La question resta suspendue entre eux, sérieuse d'une manière inédite. Élise pensa à mentir pour rester dans la simplicité et la sécurité, mais Gabriel avait été honnête avec elle. Elle lui devait la même chose. Au début, oui, mais maintenant, elle fit une pause, cherchant ses mots. Ce n'est pas aussi terrible que ce que je craignais. Le travail est dur, mais il est vrai. Et vous, vous êtes bon. Vous tenez parole. Ça compte beaucoup. C'est une exigence bien basse. Vous seriez surprise de voir combien d'hommes ne l'atteignent pas. Il faillit sourire. Je suppose que c'est vrai. Un renard glapit quelque part au loin. Les étoiles commençaient à apparaître, éparpillées sur le ciel, s'assombrissant comme si quelqu'un avait renversé du sel. On devrait rentrer, dit finalement Gabriel. Mais aucun d'eux ne bougea. Ils restèrent là encore un moment, deux êtres apprenant lentement que le pacte qu'ils avaient conclu pourrait se transformer en quelque chose de plus s'ils le permettaient. Cette nuit-là, quand ils s'allongèrent, la main de Gabriel chercha celle d'Élise dans le noir. Il ne dit rien, la tint juste avec souplesse, son pouce bougeant lentement sur ses phalanges. Le cœur d'Élise cogna contre ses côtes, surprise par le geste et par tout ce qu'il signifiait. Elle pressa sa main en retour, une pression douce qui disait qu'elle comprenait. Au matin, elle se réveilla et constata qu'il était déjà levé. La place à côté d'elle était vide mais encore tiède. Par la fenêtre, elle pouvait le voir dans la cour, fendant du bois avec des mouvements réguliers et rythmés. Elle l'observa un instant, puis se leva pour préparer le café. Les semaines passèrent, l'été s'installa, la chaleur pesant comme un poids physique. Élise apprit à travailler tôt le matin et tard le soir, se reposant pendant les heures les plus rudes. Elle apprit quelles plantes poussaient près de la maison, de la menthe sauvage pour le thé, de la sauge pour la cuisine. Elle apprit le son du vent dans les herbes, comment il changeait de ton avant l'orage, et elle apprit Gabriel, ses humeurs, ses silences, ses petites attentions, la façon dont il s'assurait toujours qu'elle soit servie la première, comment il réparait ses chaussures sans qu'elle le demande, la façon précautionneuse dont il la touchait désormais, une main dans son dos quand elle trébuchait, ses doigts frôlant les siens quand il lui passait quelque chose. Ils devenaient quelque chose, pas encore des amants, mais plus des étrangers non plus. Des partenaires, peut-être. Des gens qui partageaient une vie et commençaient à comprendre ce que cela impliquait. Un après-midi de canicule, alors que Gabriel était parti vérifier les clôtures, Élise se retrouva seule dans la maison avec du temps devant elle et une envie qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle tira la malle de dessous le lit et déballa la toile cirée avec précaution. Les outils brillaient sous la lumière de la fenêtre, familiers et interdits à la fois. Elle sortit la meilleure loupe de son père, celle qu'il lui avait donnée quand ses mains étaient devenues assez stables pour travailler sur des ressorts spiralés. Sur une impulsion, elle s'approcha de l'étagère au-dessus du poêle où Gabriel gardait quelques objets personnels. Il y avait une montre à gousset là. Elle l'avait remarquée dès son premier jour, mais n'y avait jamais touché. Maintenant, elle s'en saisit délicatement, sentant son poids dans sa paume. Elle s'était arrêtée. Elle le sentait rien qu'au toucher, cette immobilité qui signifiait que quelque chose à l'intérieur s'était brisé ou s'était détendu. Elle ne devrait pas. Elle savait qu'elle ne devrait pas. Mais ses mains ouvraient déjà le boîtier, examinant déjà le mouvement avec l'œil exercé de celle qui sait exactement ce qu'elle cherche. Un ressort moteur cassé. Une réparation simple si on a les bons outils et le savoir-faire. Elle avait les deux. Elle emporta la montre sur la table, étala ses outils et laissa ses mains se souvenir de ce qu'elle savait faire. Le travail l'absorba totalement. Tout le reste disparut. La chaleur, l'inquiétude, le rôle qu'elle s'efforçait de jouer en tant qu'épouse de fermier modèle. Il n'y avait plus que la montre, le problème à résoudre et ses mains bougeant avec une assurance qu'elle ne montrait nulle part ailleurs. Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir, n'entendit pas les bottes de Gabriel sur le sol,
Ne sut qu'il était là que lorsque son ombre tomba sur la table et qu'il dit d'une voix étrange et tendue. « Qu'est-ce que vous faites ?» Les mains d'Élise se figèrent. La montre gisait partiellement démontée devant elle, des engrenages et des ressorts minuscules éparpillés sur la table comme les preuves d'un crime. Ces outils brillaient sous la lumière de l'après-midi, délicats, précis et totalement accablants. Elle leva les yeux vers Gabriel. Son visage était illisible, ses yeux fixés sur la montre, puis sur ses mains, puis sur son visage à elle. « Je peux expliquer, dit-elle, détestant la faiblesse de sa voix. Vous êtes horloger. Ce n'était pas une question. Elle répondit quand même. Oui. Il tira une chaise et s'assit lentement, fixant toujours la montre démontée. L'atelier de votre père, les réparations dont vous parliez. Il m'a formé dès que j'ai été en âge de tenir les outils sans trembler. Et vous n'avez pas pensé à mentionner cela? M'auriez-vous cru? Auriez-vous... Elle s'arrêta, refoulant la peur qui montait. Les femmes ne sont pas censées faire ce genre de travail. Je l'ai appris assez tôt. Les gens soit ne vous croient pas, soit pensent que vous êtes bizarre, anormal. Gabriel ramassa l'un des minuscules tournevis, l'examinant. Depuis combien de temps faites-vous cela? Depuis que j'ai 8 ans. Et vous êtes doué? Oui. Il reposa l'outil et la regarda droit dans les yeux. Montrez-moi. Quoi? La montre est cassée. Vous étiez en train de la réparer. Montrez-moi comment. La main d'Élise trembla en ramassant la loupe. Mais une fois qu'elle commença à expliquer, montrant le ressort moteur brisé, décrivant comment elle allait le remplacer, les tremblements cessèrent. Ça, elle le connaissait. Ça, elle savait le faire. Gabriel regarda en silence pendant qu'elle travaillait, ses mains stables et sûres installant le nouveau ressort qu'elle avait fabriqué à partir d'une pièce de rechange de sa trousse. Quand elle referma le boîtier et remonta la montre, elle reprit vie, marquant le temps comme si elle n'avait jamais cessé de le faire. Elle la posa sur la table entre eux. Gabriel la prit, écoutant le tic-tac régulier, puis la regarda avec une expression qu'elle n'arrivait pas à décrypter. « C'est remarquable, dit-il enfin. Vous n'êtes pas fâché? Pourquoi serais-je fâché? Parce que j'ai menti. Parce que je vous ai caché cela. Est-ce que vous avez menti ou est-ce que vous n'en avez simplement pas parlé? Est-ce que ça change quelque chose? Oui, je crois que oui. Il tourna la montre entre ses doigts. C'était celle de mon père. Elle s'est arrêtée il y a 2 ans. Je pensais qu'elle était finie, trop chère à réparer, trop cassée pour s'en donner la peine. Et vous, en un instant, il secoua la tête. Combien de temps cela vous a-t-il pris? 20 minutes peut-être. Ce n'était pas compliqué. Élise. Il posa la montre et se pencha vers elle. Est-ce que vous réalisez à quel point cette compétence est utile? À quel point c'est précieux? Je réalise que la plupart des gens trouvent étrange qu'une femme, je me fiche de ce que pensent la plupart des gens. Je vous demande ce que vous pouvez faire. Elle soutint son regard, cherchant un jugement ou du dégoût, mais n'y trouva rien de tel. Juste de la curiosité et quelque chose qui ressemblait à du respect. Je peux réparer presque tous les mécanismes, les horloges, les montres, tout ce qui est mécanique avec des engrenages et des ressorts. Mon père disait que j'avais un don. Des mains plus stables que les siennes, de meilleurs yeux. Et vous avez caché ça pourquoi, au juste? Parce que... Elle hésita. Parce que je ne savais pas comment vous réagiriez. Parce qu'à Lyon, quand les gens le découvraient, soit ils ne me croyaient pas, soit ils me traitaient comme une bête de foire. Parce que je pensais que vous seriez comme eux. Je ne savais pas. Je ne vous connais pas encore vraiment. Gabriel se rassoit, assimilant tout cela. Puis, contre toute attente, il rit, un rire bref et surpris. « Qu'est-ce qui est drôle ?» demanda Élise, sur la défensive. « J'ai passé le mois dernier à m'inquiéter que vous détestiez la vie à la ferme, que vous soyez malheureuse comme Solange, comptant les jours avant de pouvoir partir. Et pendant tout ce temps, vous aviez une compétence qui pourrait vous rendre indépendante si vous le vouliez. Vous pourriez ouvrir boutique au village, gagner votre propre argent, n'avoir aucun besoin de moi. J'ai besoin de... » Elle s'arrêta. « Je ne vous ai pas épousé avec l'intention de partir. Je sais, mais vous le pourriez. C'est ça que je veux dire. Vous n'êtes pas obligé d'être ici. Vous non plus. Vous pourriez vendre le domaine, partir ailleurs pour une vie plus facile. C'est ma maison. » Eh bien, Élise désigna la cuisine d'un geste. Peut-être que c'est en train de devenir la mienne aussi. Ils se regardèrent à travers la table, la montre battant la mesure entre eux comme un minuscule cœur mécanique. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit Gabriel. « Allez-y. Pourquoi êtes-vous vraiment venu ici? Et ne me dites pas que c'est juste parce que vous n'aviez nulle part d'autre où aller. Il y a toujours un ailleurs. Qu'est-ce qui vous a fait monter dans cette diligence ?» Élise resta silencieuse un long moment. Quand elle finit par parler, sa voix était douce mais ferme. « J'étais fatigué de me cacher, fatigué de me faire plus petite pour que les autres soient à l'aise. Quand j'ai lu vos lettres, les deux, vous aviez l'air de quelqu'un qui dirait la vérité même quand c'est difficile, quelqu'un qui tient sa parole. Et je me suis dit... » Elle marqua une pause. « Je me suis dit qu'avec vous, je pourrais peut-être arrêter de faire semblant d'être moins que ce que je suis. Et est-ce que vous faites semblant? Moins qu'avant, mais j'apprends encore ce que cela signifie de ne plus le faire. » Gabriel hocha la tête lentement. « C'est juste. » Il se leva, ramassa la montre et la glissa dans sa poche.
Merci d'avoir réparé ça. Ça compte beaucoup pour moi de l'entendre marcher à nouveau. Je vous en prie. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Élise? Oui? Ne cachez plus vos outils. C'est votre maison aussi. Vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous savez faire. Et puis il sortit, retournant au travail qu'il avait interrompu. Élise resta seule à table, entourée de ses outils, sentant que quelque chose de fondamental venait de basculer. Elle avait eu si peur d'être découverte, si certaine que révéler cette partie d'elle-même se solderait par un rejet ou des moqueries. Au lieu de cela, Gabriel l'avait regardée comme si elle était plus, et non moins. Cette nuit-là, ils étaient allongés dans le grand lit de bois, plus proches qu'ils ne l'avaient jamais été. Ils ne se touchaient pas encore, mais la barrière invisible qui les séparait depuis son arrivée semblait s'être évaporée. Dans l'obscurité de la chambre, seul le sifflement du vent contre les vitres venait troubler le calme. Élise rompit le silence d'une voix douce. « Est-ce que je peux vous demander quelque chose ?» Gabriel laissa échapper un léger soupir d'aise. « Bien sûr. » Ce fredonnement, quand vous travaillez... Quelle est cette chanson? Elle sentit son mari s'immobiliser à ses côtés. « Ce n'est pas vraiment une chanson, » finit-il par répondre. « C'est juste un air que ma mère chantonnait sans cesse. Je ne me souviens pas des paroles, s'il y en a jamais eu, mais la mélodie m'est restée. »« C'est très beau, » murmura-t-elle. Gabriel laissa échapper un petit rire étouffé. « Vous devriez m'entendre essayer de chanter pour de vrai. » Les chevaux s'enfuient au galop dès que je pousse la note. Élise rit à son tour, surprise par sa propre spontanéité. À ce point-là, c'est encore pire que ce que vous imaginez. Ils retombèrent dans le silence, mais ce n'était plus cette tension pesante des premiers jours. C'était un silence complice, presque chaleureux. « Élise ?» murmura-t-il après un moment. « Oui, je suis heureux que vous soyez venue. Je suis heureux que vous soyez montée dans cette diligence à Bordeaux. » La gorge d'Élise se serra. « Moi aussi, Gabriel. » Malgré l'isolement et la dureté du travail, malgré tout ça, oui. Dans le noir, la main de Gabriel chercha la sienne. Cette fois, quand il lui prit les doigts, ce n'était pas un simple geste de politesse, mais une promesse silencieuse que ni l'un ni l'autre n'était encore prêt à nommer. Le lendemain matin, après que Gabriel eut découvert son secret, Élise s'éveilla pour trouver la place à côté d'elle, déjà froide. Il était parti avant l'aube, laissant un simple mot sur la table de la cuisine, calé sous sa tasse de café vide. Parti au village, de retour pour le souper. Elle resta là, le morceau de papier à la main, essayant de déchiffrer le sens caché de ces quelques mots. Était-il en colère après tout? Est-ce que l'idée d'avoir une femme capable de réparer des horloges était devenue trop étrange une fois la nuit passée? Elle prépara son café les mains tremblantes, ses outils toujours étalés sur la table là où elle les avait laissés. Ils n'étaient plus cachés, mais elle n'osait pas encore les exposer fièrement. La journée lui parut interminable sans lui. Elle s'acquitta de ses tâches habituelles, nourrit les poules, ramassa les œufs et pétrit le pain, mais son esprit ne cessait de revenir à l'après-midi précédent. L'expression sur son visage quand il l'avait surprise, la façon dont il lui avait demandé de lui montrer son savoir-faire, sans exigence ni moquerie. Et plus tard, dans l'obscurité, sa voix lui disant qu'il était heureux qu'elle soit là. Peut-être que cela suffisait. Peut-être que cela devait suffire. Le soleil déclinait sur l'horizon quand elle entendit le grincement de la charrette. Elle se précipita à la fenêtre et vit Gabriel descendre, mais il n'était pas seul. Jean Lefebvre, leur voisin, était avec lui. Il déchargeait quelque chose de l'arrière du chariot, une caisse en bois manipulée avec d'infinies précautions. Élise les accueillit sur le pas de la porte, essuyant la farine de ses mains sur son tablier. « Bonjour Élise », lança Jean en soulevant son chapeau. « Gabriel m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider pour quelque chose. »« Vous aider ?» Gabriel transporta la caisse à l'intérieur et la posa sur la table, écartant délicatement les outils d'Élise. « C'est la comptoise de Jean », expliqua-t-il. « Elle s'est arrêtée l'hiver dernier. Il pensait devoir l'emmener jusqu'à Lyon pour trouver quelqu'un capable de s'en occuper. Et puis Gabriel m'a dit que vous aviez un talent particulier, ajouta Jean. Son regard était neutre, mais il l'observait attentivement, guettant sa réaction. Élise tourna les yeux vers Gabriel, qui soutint son regard avec assurance. C'était un test, elle le comprit aussitôt. Pas un test de sa compétence, mais un test de son courage. Allait-elle assumer ce qu'elle était devant un étranger, ou allait-elle se réfugier à nouveau dans le secret? « Je peux y jeter un œil, dit-elle enfin. Je ne promets rien, mais je vais essayer. » Le visage de Jean s'éclaira d'un sourire soulagé. « C'est tout ce que je demande. Marie me harcèle avec cette horloge depuis qu'elle s'est tue. Elle dit que la maison ne sonne plus pareille sans elle. » Ils déballèrent le mécanisme avec soin. C'était un travail de qualité, une pièce d'au moins 60 ans, le laiton était terni, mais la facture était solide. Élise passa ses doigts sur les rouages, cherchant le problème par le toucher avant même de regarder. « Quand s'est-elle arrêtée ?» demanda-t-elle. « En janvier, en plein milieu de cette vague de froid. Est-ce qu'elle s'est arrêtée nette ou a-t-elle ralenti petit à petit? Elle a ralenti sur 2 ou 3 jours, puis plus rien. » Élise hocha la tête, échafaudant déjà ses théories. « J'aurai besoin d'une bonne lumière dans quelques heures. Vous pouvez me la laisser? Aussi longtemps qu'il le faudra.
Comme je vous l'ai dit, l'alternative est un voyage de 3 jours. Une fois Jean parti, Gabriel l'aida à déplacer le mécanisme vers la table près de la fenêtre, là où la lumière de l'après-midi était la plus vive. Il ne resta pas au-dessus de son épaule, il ne posa pas de questions inutiles. Il plaça l'objet là où elle le souhaitait et recula d'un pas. « Vous lui avez dit » murmura Élise. « Je lui ai demandé si ça le dérangeait » répondit Gabriel. « Il se fichait bien que vous soyez un ours savant. C'est un grand compliment venant de lui. » Elle le regarda, le détaillant vraiment. « Pourquoi avez-vous fait ça ? Parce que cacher ce qu'on sait faire n'aide personne. Parce que vous êtes trop doué pour garder ça secret. Et parce que... » Il marqua une pause. « Parce que je veux que vous soyez vous-même ici. Quoi que cela implique. » Quelque chose de chaud se propagea dans la poitrine d'Élise, un sentiment inattendu et presque effrayant. « Merci, Gabriel. Ne me remerciez pas trop vite. Si vous ne pouvez pas la réparer, Jean ne me laissera jamais oublier que je me suis vanté pour rien. » Mais elle pouvait la réparer. Le problème devint évident dès qu'elle plongea dans le mécanisme. Une ancre tordue qui accrochait la roue d'échappement, sans doute à cause du froid qui avait fait travailler le métal. Elle corrigea le tir en moins d'1 heure. L'horloge battait déjà la mesure de façon régulière quand Gabriel rentra de ses corvées du soir. Il s'arrêta sur le seuil, écoutant le tic-tac mesuré. C'était rapide. Ce n'était pas compliqué, dit-elle. Il suffisait de savoir ce qu'on cherchait. Et vous savez. Oui, je sais. La nouvelle se répandit plus vite qu'Élise ne l'aurait cru. Jean avait dû en parler à Marie, qui l'avait répété à d'autres. En moins de 2 semaines, Élise avait 3 nouveaux travaux en attente. Une montre à gousset appartenant au gérant de l'épicerie du village, une pendule de cheminée de l'institutrice et une petite montre de dame délicate que Marie elle-même lui apporta. C'était celle de sa grand-mère, elle ne fonctionnait plus depuis 5 ans. « Je peux vous payer, Élise ?» précisa Marie. « Le prix juste. Vous m'avez apporté un gâteau le jour de mon mariage, » répondit Élise. « Considérez ça comme un échange de bons procédés. Ce gâteau m'a coûté 50 centimes d'ingrédients, Élise. Là, c'est du travail d'expert. Alors apportez-moi pour 50 centimes d'ingrédients la prochaine fois que vous passerez. » Elle les répara toutes, sentant sa confiance grandir à chaque réussite. Ce travail était comme un retour à une partie d'elle-même qu'elle avait enfermée à double tour. Ses mains se souvenaient de tout ce que son père lui avait appris, et pouvoir utiliser ce savoir ouvertement, sans honte ni mystère, était comme respirer à plein poumon après des années d'apnée. Gabriel observait cette transformation avec une lueur dans les yeux qu'Élise apprenait à reconnaître. De la fierté, peut-être, ou du respect. Il commença à lui rapporter des mécanismes qu'il dénichait dans des ventes aux enchères au village, de vieilles horloges cassées que les gens vendaient pour les pièces. Elle travaillait dessus le soir, tandis qu'il réparait ses harnais ou lisait l'un de ses rares livres. Il partageait l'espace dans un silence paisible et confortable. Un soir, environ 1 mois après la découverte de son secret, Gabriel posa le cuir qu'il travaillait. « Vous savez, vous pourriez faire ça pour de vrai. Je le fais déjà pour de vrai. Je veux dire, en ouvrir un commerce. Vous installer au village, demander des tarifs normaux, il n'y a personne qui fait ce genre de travail entre ici et Lyon, vous pourriez gagner de l'argent. » L'idée était à la fois tentante et terrifiante. On a besoin de moi ici, à la ferme. Vous vivriez toujours ici. Vous passeriez juste quelques jours par semaine au village. On s'organiserait. Ça ne vous dérangerait pas ? Que votre femme travaille. Ma femme travaille déjà, Élise. Je veux juste m'assurer qu'elle soit payée à sa juste valeur. Élise posa la montre qu'elle nettoyait. Pourquoi est-ce que ça compte autant pour vous ? Gabriel resta silencieux un moment, ses mains immobiles sur le cuir. Sarah était malheureuse ici parce qu'elle n'avait rien à elle. Tout tournait autour de la ferme, de mes besoins, de ce que la terre exigeait. Elle avait l'impression de disparaître. Il leva les yeux vers elle. « Je ne veux pas ça pour vous. Si vous avez quelque chose qui vous appartient, un talent, ce serait un gâchis de ne pas s'en servir. Vous n'êtes pas comme les autres hommes, Gabriel. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai juste appris de mes erreurs, ou peut-être que vous êtes juste quelqu'un de bien. La barre est encore bien basse, Élise. » Elle sourit malgré elle. « Eh bien, vous continuez de la franchir chaque jour. » La conversation dévia, mais la graine était plantée. Au fil des semaines, Élise se surprit à y penser de plus en plus. Qu'est-ce que cela signifierait d'avoir son propre revenu, sa propre entreprise ? D'être connue pour autre chose que pour être la seconde femme de Gabriel Meunier ? La réponse vint d'une source inattendue. Le père Antoine passa un après-midi, apportant une magnifique pendule de fabrication allemande qui avait appartenu à sa mère. « Elle ne tient plus l'heure, dit-il d'un ton désolé. Je sais que vous êtes occupé ici, mais Gabriel m'a glissé que vous aviez un don pour ces choses-là. Je peux regarder. Je vous paierai, bien sûr. Oh, pas grand-chose avec mon maigre salaire de prêtre, mais ce que vous jugerez juste. » Elle la répara le soir même, un simple ressort à changer. Quand le père Antoine revint la chercher, il posa 2 pièces d'argent sur la table. « C'est trop, » dit Élise. « C'est ce que j'aurais payé à Bordeaux, et j'aurais dû attendre 3 semaines. Ici, vous l'avez fait en 1 jour. » Il glissa la montre dans sa poche, j'ai réfléchi.
Il y a un local vide juste à côté de l'épicerie à Saint-Éloi. Le propriétaire est mort l'an dernier et son fils ne sait pas quoi en faire. Vous pourriez sûrement le louer pour 3 fois rien. Je ne sais pas si... Pensez-y. Vous avez un talent dont les gens ont besoin et le village a besoin de commerce. Ça ramène du monde, ça donne une raison aux gens de s'arrêter ici au lieu de tracer la route. Il souleva son chapeau. Parlez-en à votre mari, mais je pense que vous réussiriez très bien. Après son départ, Élise resta assise à table, fixant les 2 pièces d'argent. Son premier vrai paiement pour son travail. Elle semblait lourde, chargée d'une importance qui n'avait rien à voir avec leur poids réel. Ce soir-là, elle en parla à Gabriel. Le père Antoine pense que je devrais ouvrir une boutique au village. Et qu'en pensez-vous? Je pense que c'est de la folie. Je suis ici depuis 2 mois, je ne connais presque personne. Et je vous laisserai gérer tout ici tout seul la moitié de la semaine. Je gérais déjà seul avant que vous n'arriviez. Ce n'est pas pareil. Non, admit-il. Ce n'est pas pareil. Mais Élise, il tendit la main sur la table pour prendre la sienne. Votre visage s'éclaire quand vous travaillez sur ces horloges. Je le vois. Vous êtes courageuse à la ferme, vous ne vous plaignez jamais, mais ce n'est pas ce pourquoi vous êtes faite. Votre place est là-bas. Et vos besoins à vous? J'ai besoin que vous soyez heureuse. Si cela implique de passer 3 jours par semaine au village pour tenir une boutique, alors qu'il en soit ainsi. Vous faites paraître ça si simple. Peut-être que ça l'est. Peut-être que c'est nous qui compliquons tout. Elle regarda leurs mains jointes, la sienne qui commençait à se gercer, la sienne marquée par des années de labeur, mais toujours capable de la précision la plus délicate. Il y a 2 mois, ses mains appartenaient à des inconnus liés par un contrat. Maintenant, elles appartenaient à 2 personnes qui devenaient quelque chose de plus. J'ai peur, avoua-t-elle. De quoi? D'échouer, que les gens ne me prennent pas au sérieux. Que j'investisse tout là-dedans pour rien et qu'à la fin je n'ai plus rien. Vous aurez toujours la ferme, et vous m'aurez toujours moi. Est-ce vrai? Sa main se serra sur la sienne. Oui. Quoi qu'il arrive avec cette boutique, cela ne changera pas. Vous le promettez? Je le promets. 2 semaines plus tard, Élise se rendit à Saint-Éloi avec Gabriel. Ils s'arrêtèrent devant la petite devanture vide. C'était exigu, juste une pièce avec une réserve à l'arrière, mais les fenêtres étaient larges et la porte solide. Le loyer était de 15 francs par mois, ce qui lui semblait énorme jusqu'à ce qu'elle calcule ce qu'elle avait gagné en réparation le mois dernier. Elle se rendit compte qu'elle avait déjà presque cette somme. « Qu'en dites-vous » demanda Gabriel. « Je pense que je suis folle. » Ce n'est pas une réponse. Elle prit une grande inspiration. « Je pense que je veux essayer. » La boutique ouvrit ses portes en octobre, au moment où les travaux des moissons ralentissaient. Elle installa l'établi que Gabriel l'avait aidé à construire, ses outils soigneusement rangés, et une enseigne que Gabriel avait commandée au menuisier. Horlogerie Bertrand. Il avait utilisé son nom de jeune fille sans même lui demander, comprenant instinctivement qu'elle avait besoin de cela. Les premiers jours furent calmes. Quelques curieux, un fermier qui apporta une montre cassée depuis des années. Mais le bouche à oreille fit son œuvre, porté par le père Antoine et les Lefebvre. Dès la 2e semaine, elle avait du travail tous les jours. Elle instaura une routine, du lundi au mercredi au village, logeant dans une petite chambre au-dessus de l'épicerie pour quelques sous, et du jeudi au dimanche à la ferme. C'était épuisant, mais exaltant. Gabriel s'adaptait, reprenant les tâches qu'Élise gérait d'habitude sans jamais protester. Ils se retrouvaient le jeudi soir, échangeant les nouvelles de leurs journées respectives, apprenant doucement ce nouveau rythme. Contre toute attente, ça fonctionnait. Puis vint l'après-midi qui changea tout. Élise était à l'atelier, penchée sur une montre à gousset particulièrement capricieuse, quand Gabriel apparut sur le seuil. Il aurait dû être à la ferme. Elle ne l'attendait pas avant le week-end. Un seul regard sur son visage lui suffit pour comprendre que quelque chose n'allait pas. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle en posant ses outils. « Ce n'est rien de grave, c'est juste... » Il entra et ferma la porte derrière lui. « Je dois vous montrer quelque chose. » Il sortit une petite boîte en bois de sa poche et la posa sur l'établi. À l'intérieur, nichée dans du velours, se trouvait une montre de dame en pendentif, en or, avec de délicates gravures sur le boîtier. Elle était magnifique, manifestement coûteuse. D'où vient-elle? C'était le cadeau de mariage de Sarah, offert par sa mère. Sa voix était posée, presque trop. Je l'ai trouvée ce matin en rangeant les dernières affaires dans la chambre. Je pensais avoir tout enlevé il y a des années, mais elle était coincée au fond d'un tiroir. Élise la ramassa avec précaution. La gravure disait « À Sarah, avec tout mon amour, maman ». Elle ouvrit le boîtier. Le mécanisme était arrêté, les aiguilles figées sur 3h15. « Pourquoi me montrez-vous ça » demanda-t-elle dans un souffle. « Parce que je veux que vous la répariez. » « Gabriel, je ne veux pas... » Il l'interrompit doucement. Je me suis accroché à Sarah comme si elle était encore là. J'ai gardé ses affaires. J'ai murmuré son nom dans mon sommeil. J'ai tout comparé à elle. Ce n'est pas juste pour sa mémoire, et ce n'est pas juste pour vous. Vous l'aimiez. C'est quelque chose qu'on n'arrête pas comme ça. Mais je peux arrêter de vivre dans le passé. Il toucha la montre du bout des doigts. Elle devrait fonctionner.
Elle ne devrait pas rester figée au moment où elle est partie. Et peut-être que si c'est vous qui la réparez, si c'est vous qui la faites revivre, alors ça aura un sens. La gorge d'Élise était nouée. Quel sens? Que c'est vous que je choisis. Que je choisis maintenant, pas avant. Il plongea son regard dans le sien. Réparez-la, s'il vous plaît. Elle aurait voulu refuser. Cela lui semblait trop lourd de symboles. Mais Gabrielle la regardait avec une telle vulnérabilité qu'elle comprit que c'était vital pour lui. D'accord, dit-elle. Je vais la réparer. Il lui laissa l'objet et repartit pour la ferme. Élise resta seule dans sa boutique, fixant la montre inanimée. Ce n'était pas qu'une question de rouage et de ressort. Il s'agissait de lâcher prise, d'honorer le passé sans s'y laisser enfermer. Elle y travailla pendant 2 jours, méticuleuse, lui accordant toute l'attention que méritait une pièce aussi fine. Le mécanisme était en meilleur état qu'elle ne l'aurait cru. C'était un travail de maître, arrêté par le manque d'entretien plus que par une casse. Elle nettoya chaque composant, remplaça le ressort, ajusta le balancier. Quand elle la remonta et entendit le tic-tac reprendre, voyant les aiguilles dépasser enfin 3h15 pour la première fois en 4 ans, quelque chose se libéra en elle. Le jeudi, elle la rapporta à la maison. Gabrielle l'attendait sur le perron. Elle descendit de la charrette et sortit la boîte de son sac. « C'est fait », dit-elle simplement. Il la prit, l'ouvrit et écouta le battement régulier. Sa main tremblait légèrement. Pendant un long moment, il resta immobile, et Élise se demanda si elle s'était trompée, si la réparer avait été une erreur. Puis il referma la boîte et la regarda. « Merci. Qu'allez-vous en faire ?»« J'ai pensé que si ça ne vous dérange pas, j'aimerais la vendre. Utiliser l'argent pour la boutique ou pour quelque chose dont nous avons besoin ici. Quelque chose d'utile. Quelque chose pour nous. » Les yeux d'Élise se mouillèrent. « Vous n'êtes pas obligé de « je le veux ». Il est temps de la laisser reposer. Vraiment. » Il s'approcha et pour la première fois depuis leur mariage, il la prit dans ses bras. Ce n'était pas un geste passionné ou théâtral, c'était juste solide, réel. Il posa son menton sur le sommet de sa tête, et elle sentit le battement régulier de son cœur contre son oreille. « Je suis en train de tomber amoureux de vous », dit-il tout bas. « Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez entendre, ou si c'est trop tôt, ou si je devrais garder ça pour moi. » Élise serra ses bras autour de lui. « Je tombe amoureuse de vous aussi, Gabrielle. Depuis un moment déjà. »« Vraiment ?» Ils restèrent là alors que le soleil se couchait, 2 êtres qui avaient commencé comme des étrangers et qui devenaient quelque chose qu'ils n'auraient jamais osé espérer. Quand ils se séparèrent enfin, Gabrielle garda sa main dans la sienne. « Venez, j'ai préparé le souper. C'est probablement infect, mais j'ai essayé. C'était effectivement immangeable, un ragoût brûlé et des biscuits pas assez cuits, mais ils mangèrent tout de même en riant de ses piètres talents de cuisinier. Ils discutèrent de l'avenir, de ce qu'ils feraient avec l'argent de la montre, parlant de leur projet comme de quelque chose qu'ils construisaient ensemble. Cette nuit-là, quand ils allèrent se coucher, tout fut différent. La distance prudente, les politesses forcées, le sentiment que tout cela n'était que temporaire, tout s'évapora. Gabrielle chercha sa main. Elle répondit à son étreinte. Ce qui se passa entre eux fut tendre, un peu maladroit, très humain, marqué par des rires nerveux et des murmures rassurants. C'était la découverte tranquille de ce que signifiait se choisir l'un l'autre, totalement. Après, allongée dans le noir, la tête sur la poitrine de Gabrielle, Élise ressentit quelque chose qu'elle n'avait plus éprouvé depuis la mort de son père. Un sentiment de sécurité. Pas parce que plus rien de mal ne pouvait arriver, mais parce que quoi qu'il arrive, elle ne serait plus seule pour y faire face. « À quoi pensez-vous » demanda Gabrielle en passant ses doigts dans ses cheveux. « À quel point je suis heureuse d'être montée dans cette diligence, même avec toute cette incertitude, surtout à cause de ça. Si j'avais joué la prudence, je serais encore à Bordeaux en train de disparaître à petit feu. Vous n'auriez jamais pu disparaître. Vous êtes bien trop têtu pour ça. » Elle lui donna un petit coup de coude. « C'est un compliment ? Pour moi, toujours. » Ils s'endormirent enlacés, tandis que les étoiles veillaient sur la plaine comme des promesses enfin tenues. Le lendemain, Élise s'éveilla avant l'aube pour trouver Gabrielle déjà debout, près de la fenêtre, contemplant le lever du soleil. Elle s'approcha de lui, l'entoura de ses bras par derrière et sentit qu'il s'appuyait contre elle. « Vous n'arriviez pas à dormir ? Je voulais me souvenir de cet instant. » De quoi ? De ce que ça fait d'être heureux. Vraiment heureux. Pas juste de se contenter de ce qu'on a. Il se tourna dans ses bras, prenant son visage entre ses mains. Je pensais avoir épuisé ma chance avec Sarah. Je pensais que c'était tout ce à quoi j'avais droit. Et puis vous êtes arrivés. Et nous y voilà. Oui, nous y voilà. Ils restèrent là alors que la plaine se dorait de la lumière du matin. 2 personnes qui avaient parié sur un arrangement pratique et qui avaient trouvé un trésor bien plus précieux. Un partenariat fondé sur l'honnêteté, le respect et la confiance grandissante que, peut-être, ils avaient eu de la chance après tout. La boutique continuait de prospérer. À la fin de l'automne, Élise avait assez de clients réguliers pour envisager d'augmenter ses horaires. Elle avait aussi commencé à s'attaquer à des réparations plus complexes,
se lançant des défis avec des mécanismes que d'autres horlogers auraient abandonnés. Un après-midi de novembre, alors qu'elle travaillait sur un chronomètre de marine apporté par un marchand de façage, la porte s'ouvrit sur un homme qu'elle ne reconnut pas. Il était bien habillé, la cinquantaine, avec l'assurance de ceux qui ont l'habitude d'obtenir ce qu'ils veulent. Il inspecta la boutique d'un œil critique qui mit Élise sur ses gardes. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle sans se lever. « Madame Meunier ?» ?»« C'est bien moi, Valérie Haussmann. Je dirige une bijouterie-horlogerie de luxe à Lyon. On m'a rapporté des choses très intéressantes à votre sujet. »« Ah bon ? On m'a dit que vous faisiez un travail de réparation exceptionnel, que vous aviez des mains sûres et un instinct infaillible. On m'a raconté que vous aviez remis en marche un chronomètre allemand que 3 experts avaient déclaré irrécupérable. » Il sourit. « Le talent m'intéresse toujours. Je ne cherche pas de travail, monsieur Haussmann. Écoutez-moi au moins. Je pourrais vous offrir un poste dans mon atelier à Lyon. Un salaire fixe élevé, l'accès aux meilleurs outils, des pièces d'une complexité rare. Vous travailleriez sur les plus belles horloges du pays. J'ai déjà une boutique. Vous avez une pièce avec un établi. Moi, j'ai une entreprise de prestige. » Il cita un chiffre qui coupa le souffle d'Élise. C'était plus d'argent qu'elle n'enverrait en 6 mois ici. « C'est généreux, répondit-elle prudemment. Mais je ne suis pas intéressé. Réfléchissez-y. Vous êtes trop doué pour rester coincé dans un village à réparer les montres à gousset des fermiers du coin. À Lyon, vous pourriez... » J'ai dit non. Haussmann leva les mains en signe d'apaisement. « Mes excuses. L'offre tient toujours si vous changez d'avis. » Il posa une carte sur l'établi. « C'est là que vous pouvez me joindre, sans pression. » Après son départ, Élise fixa la carte, les mains tremblantes. C'était tout ce qu'elle avait cru désirer autrefois. La reconnaissance, l'opportunité, l'argent, la chance de travailler au plus haut niveau de son art. Et pourtant, elle n'en voulait pas si cela signifiait quitter Saint-Éloi, quitter la ferme, quitter Gabriel. Quand cela s'était-il produit? Quand cet endroit avait-il cessé d'être un refuge pour devenir son foyer? Elle parla de l'offre à Gabriel le soir même. Il l'écouta sans l'interrompre, le visage neutre. « Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Que je n'étais pas intéressé. Mais vous l'êtes, un peu, non? » « Non, je veux dire, c'est flatteur. Et l'argent changerait notre vie, mais je ne veux pas vivre à Lyon. Je veux être ici, parce que vous êtes coincé ici, ou parce que vous le choisissez. Est-ce que ça a de l'importance? Oui, ça en a. » Elle prit ses mains dans les siennes. « Je choisis d'être ici. Je vous choisis, vous. Je choisis la vie que nous construisons. Cette boutique, cette offre, ça ne vaut pas ce que j'y perdrais. Vous ne me perdriez pas. Lyon n'est pas si loin. On s'organiserait si vous le vouliez. Je ne le veux pas. C'est ce que j'essaye de vous dire. » Elle serra ses mains. « J'ai passé ma vie à chercher un endroit où je pourrais être moi-même. Et je l'ai trouvé. Ici. Avec vous. » L'expression de Gabriel s'adoucit. « Vous en êtes sûre? » « J'en suis certaine. » Il l'attira contre lui. « Je vous aime, Élise. Je sais que je l'ai déjà dit, mais j'ai besoin que vous l'entendiez encore. Je vous aime pour ce que vous êtes. Et moi, je vous aime aussi. Même quand vous brûlez le souper. Ce n'est arrivé qu'une fois. C'est arrivé 3 fois, Gabriel. D'accord, 3 fois, mais je m'améliore. » Ils rirent et la tension se dissipa. Cette nuit-là, leur union fut différente, plus assurée, marquée par la certitude qu'ils s'étaient choisis non pas une fois, mais encore et encore à travers chaque petite décision. L'hiver arriva tôt cette année-là, annoncé par une tempête brutale. Élise rentra du village juste avant le pire du blizzard. Ils passèrent 3 jours bloqués par la neige, le monde réduit à la maison et à l'étable. Ils travaillèrent ensemble pour garder les bêtes au chaud et nourries, luttant contre des congères qui montaient jusqu'à la taille d'Élise. Ils cuisinèrent ensemble, lurent ensemble, s'aimèrent près du feu pendant que le vent hurlait dehors. Quand la tempête se calma enfin, Élise réalisa qu'elle avait aimé ces moments, la proximité forcée, l'adversité partagée, le rappel qu'ils formaient une véritable équipe. « On fait une bonne paire », finit par dire Gabriel en inspectant les dégâts. « Tout bien considéré. C'est un beau compliment. Je le pense vraiment. Vous n'avez pas râlé une seule fois. Vous n'avez pas paniqué. Vous avez juste fait ce qu'il y avait à faire. Vous aussi. Oui, bon, j'ai l'habitude. » Ils reconstruisirent ce que la tempête avait brisé et allèrent de l'avant. C'était ça, la vie ici. On survit à ce qui arrive, on s'adapte et on continue. En décembre, la boutique d'Élise était devenue assez rentable pour qu'elle contribue équitablement aux dépenses du ménage. Ce partenariat financier changea quelque chose entre eux. Elle n'était plus dépendante de la charité ou de la bonne volonté de Gabriel. Elle était son égale dans tous les sens du terme. Un soir, alors qu'il faisait les comptes de fin d'année, Gabriel suggéra « On devrait agrandir le cheptel au printemps prochain. Le marché est bon et on a assez de pâturage. Combien cela coûterait-il » Il lui montra les chiffres. C'était une somme importante, mais réalisable, surtout avec les revenus d'Élise. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'on devrait le faire. Mais je veux aussi agrandir la boutique. Peut-être embaucher quelqu'un pour m'aider, pour que je puisse accepter des travaux plus complexes. On risque de s'éparpiller. Ou on risque de construire quelque chose de solide.
Ils se regardèrent à travers la table, la lampe projetant des ombres qui les faisaient paraître plus vieux, plus sérieux. « Très bien, » dit Gabriel. « Faisons les deux. Construisons ça ensemble. » Ensemble, acquiesça Élise. Et c'était là, cette chose qui grandissait entre eux depuis leur première rencontre maladroite. Pas une romance de conte de fées, mais quelque chose de plus profond, de plus durable. Un partenariat basé sur le respect, l'honnêteté et le choix quotidien de bâtir une vie pièce par pièce. Ils construisaient leur mariage comme Élise construisait une montre, avec patience et précision, ajustant chaque composant jusqu'à ce que l'ensemble fonctionne parfaitement. Ce n'était pas parfait, ils se disputaient encore parfois, mais ils créaient quelque chose de résistant aux tempêtes et à l'isolement. Le printemps arriva tard, le sol resta gelé plus longtemps que d'habitude. Élise passa des journées supplémentaires à la boutique, reconnaissante pour la chaleur du poêle. En avril, elle avait assez d'économies pour embaucher un jeune homme, Thomas Bertrand, fraîchement sorti d'apprentissage à Bordeaux, qui sauta sur l'occasion de travailler avec quelqu'un de sa réputation. « C'est vraiment vous ?» avait-il demandé lors de l'entretien, des étoiles plein les yeux. La femme qui a réparé le chronomètre de Marine que tout le monde croyait mort, « C'est bien moi », avait confirmé Élise, amusée. Avec Thomas pour gérer les réparations simples, Élise pouvait se concentrer sur les pièces complexes, ces défis qui lui faisaient mal aux mains, mais la faisaient se sentir intensément vivante. Gabriel remarqua le changement, cette énergie qui vibrait en elle quand elle rentrait du village. « Vous êtes heureuse, dit-il un jeudi soir. Je le suis, c'est bien. » Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui l'alerta. Il semblait épuisé, ses mouvements étaient plus lents, et il y avait une tension autour de ses yeux qu'elle n'aimait pas. « Tout va bien, Gabriel ?»« Très bien. Juste beaucoup de travail. Le vélage commence et il me manque un ouvrier depuis que le petit Louis est parti. Vous devriez embaucher. Je ne peux pas encore me le permettre. Pas avant d'avoir vendu les bêtes à l'automne. » Élise fronça les sourcils. Elle n'avait pas réalisé à quel point le fardeau pesait sur lui seul quand elle était au village. La culpabilité la piqua au vif. Je pourrais rester plus souvent ici, pour aider. Non, sa voix était ferme. On a convenu que votre boutique était importante. Je m'en sors. Vous n'avez pas l'air de vous en sortir si bien que ça. Je suis fatigué, Élise. C'est tout. Rien qu'une bonne nuit de sommeil ne puisse arranger. Mais il ne dormait pas bien. Elle le sentait s'agiter à côté d'elle, l'entendait se lever plusieurs fois par nuit. Au matin, il était déjà à l'étable avant qu'elle ne s'éveille. Quand elle lui apporta son café, elle le trouva appuyé contre la barrière, respirant bruyamment comme s'il venait de courir un marathon. « Gabriel ?» Il se redressa brusquement. « Merci pour le café. Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien. J'ai bougé trop vite, j'ai eu un petit vertige. Vous devriez vous reposer aujourd'hui. Laissez-moi m'occuper des corvées. Je vais bien. » Mais sa main tremblait légèrement en portant la tasse à ses lèvres, et l'inquiétude d'Élise grandit. Elle resta à la maison cette semaine-là, disant à Thomas de gérer la boutique sans elle. Gabriel protesta, mais finit par céder devant son entêtement. Ensemble, ils traversèrent la période du vélage. Ils mirent au monde 3 veaux en pleine santé, mais en perdirent un qui se présenta par le siège et s'étouffa avant qu'il ne puisse intervenir. Cette perte affecta Gabriel plus durement qu'elle ne l'aurait dû. Élise l'observa, immobile devant le petit corps sans vie, la mâchoire contractée. « Ça arrive, murmura-t-elle doucement. On ne peut pas tous les sauver. Je sais. Alors pourquoi celui-là me fait-il cet effet ?» Il resta silencieux un long moment. Finalement, il avoua. Sarah était enceinte quand elle est morte. Je ne vous l'avais jamais dit. Élise eut le souffle coupé. Gabriel. Elle en était à son 3e mois. On commençait tout juste à y croire. Et puis la fièvre est arrivée et... Sa voix se brisa. Je les ai perdus tous les deux. Elle s'approcha de lui, l'entoura de ses bras par derrière, sa joue appuyée contre son dos. Je suis désolé. Tellement désolé. Ça fait des années, ça ne devrait plus faire aussi mal. Je ne pense pas que le deuil suive un calendrier. Il se tourna dans ses bras et la serra fort. « Je veux des enfants avec vous, Élise. Je sais qu'on n'en a pas encore parlé, mais je le veux. Je veux une famille. » Moi aussi. Vraiment ? Oui. Ils restèrent là, près de l'étable, entourés de l'odeur du foin et des bêtes, faisant des projets pour un avenir qui semblait plus réel que tout ce qu'Élise avait pu imaginer autrefois. Mais l'inquiétude ne la quittait pas. La fatigue de Gabriel persistait, tout comme ses vertiges qu'il essayait de cacher. Elle le surprit plusieurs fois s'agrippant à la barrière pour ne pas tomber. Quand elle le poussa à voir un médecin, il refusa. « C'est juste le printemps, ça m'épuise toujours. C'est différent cette fois. Vous vous inquiétez pour rien. Alors prouvez-le-moi. Allez au village voir le docteur Marchand, quand j'aurai le temps. » Mais le temps filait, rempli par les urgences de la ferme. Gabriel gérait tout avec son calme habituel, et Élise essayait de croire qu'il avait raison. Jusqu'à cette nuit de mai où tout bascula. Élise s'éveilla et trouva la place de Gabriel vide. Par la fenêtre, elle vit une lueur dans l'étable. Elle enfila sa robe de chambre et se précipita dehors. Elle le trouva effondré contre le mur de l'étable, le visage gris, respirant par petites bouffées saccadées. « Gabriel !» Elle tomba à genoux à ses côtés. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Juste un vertige. J'avais besoin d'air. Vous êtes glacé.
Depuis combien de temps êtes-vous là? Je ne sais pas. 1 heure peut-être. 1 heure. Il était là à lutter pendant qu'elle dormait, trop fier ou trop effrayé pour appeler. La colère et la peur se mélangèrent dans sa poitrine. On rentre à la maison, tout de suite. Elle se glissa sous son bras, prenant autant de son poids qu'elle le pouvait. Il ne protesta pas, ce qui l'effraya plus que tout. Elle l'installa au lit, l'ensevelit sous les couvertures. Sa peau était moite, son pouls trop rapide. Elle resta à ses côtés toute la nuit, surveillant chaque respiration, priant pour ne pas le perdre. Au matin, le pire était passé. Son teint était meilleur, sa respiration plus calme. Mais quand Élise exigea qu'ils aillent voir le docteur Marchand, Gabriel accepta sans discuter. Le médecin était un homme bourru qui en avait vu d'autres. Il l'examina longuement, posa des questions précises et finit par soupirer. « Votre cœur travaille trop », dit-il sans détour. « Ça peut être plein de choses. Rien de grave ou quelque chose qui vous tuera si vous ne ralentissez pas. »« Vous pouvez le soigner ?» demanda Gabriel. « Je peux vous donner de la digitale pour aider, mais surtout, vous devez vous reposer. Pas de travail lourd pendant au moins 1 mois. C'est impossible, c'est la saison, alors embauchez ou vendez des bêtes. Parce que si vous continuez comme ça, vous serez mort avant l'été. » Le médecin regarda Élise. « Vous pouvez le faire écouter ? Je vais essayer. » Ils rentrèrent en silence. Élise savait ce qu'il pensait. Il n'avait pas les moyens d'embaucher ni de réduire le troupeau, mais il n'avait pas les moyens de le perdre lui. « Je vais fermer la boutique, dit-elle enfin. »« Quoi ? Non. Pour 1 mois, peut-être 2. Thomas peut gérer les affaires courantes. Élise, on a besoin de cet argent. J'ai plus besoin de vous vivants. Je ne vais pas mourir. Vous avez entendu le docteur. Si vous ne vous reposez pas, je fermerai la boutique. On s'est donné trop de mal pour la bâtir. On la rebâtira s'il le faut. Mais là, c'est vous qui passez en premier. » Ils se disputèrent tout le reste de la journée, tous deux épuisés et têtus. Finalement, alors que le soleil se couchait, Gabriel prit sa main par-dessus la table. « J'ai peur », avoua-t-il tout bas. « Moi aussi. Et si le docteur a raison? Si c'est grave, alors on gérera ça ensemble. Je ne veux pas vous laisser. Pas maintenant que tout commence enfin. » Il s'arrêta, sa main se serrant sur la sienne. « Je viens de vous trouver. Je ne peux pas perdre ça. Vous n'allez rien perdre, mais vous devez vous soigner. S'il vous plaît. » Il hocha lentement la tête. « D'accord, je vais me reposer, mais vous gardez la boutique ouverte. On fait un compromis. Je reste ici 3 semaines sur 4. Thomas gère le village et je n'y vais qu'1 semaine par mois pour le travail complexe. 2 semaines? 3. Marché conclu. » Ils se serrèrent la main, un geste solennel qui aurait été comique dans d'autres circonstances. Puis Gabriel l'attira sur ses genoux. « Je vous aime, murmura-t-il dans ses cheveux. Si je ne l'ai pas dit assez souvent, je vous aime. Vous le dites assez, mais je ne me lasserai jamais de l'entendre. » Les semaines suivantes furent étranges. Le rythme de leur vie était bouleversé. Gabriel rongeait son frein, frustré par sa faiblesse. Élise reprit une grande partie du travail de la ferme, embauchant un jeune du village pour les tâches les plus lourdes. Elle finissait ses journées épuisées, les mains trop fatiguées pour l'horlogerie fine. Mais lentement, Gabriel reprit des forces. Le médicament aidait, le repos encore plus. Fin mai, il allait assez bien pour recommencer à discuter. En juin, il avait retrouvé la moitié de sa vigueur. « Je ne suis pas un invalide », râlait-il quand Élise essayait de l'empêcher de réparer le poulailler. « Personne n'a dit ça. Vous me traitez comme si j'étais en verre. Je vous traite comme quelqu'un qui s'est effondré dans une étable il y a 6 semaines et qui m'a fait mourir de peur. » Il posa son marteau et la prit dans ses bras. « Je suis désolé. Je sais que ça a été dur pour vous. Ça a été dur pour nous deux. Oui, mais c'est vous qui avez tout porté. La ferme, la boutique, l'inquiétude. C'est trop. On est partenaires, Gabriel. C'est ce que font les partenaires. » Ils trouvèrent un nouvel équilibre, plus prudent. Gabriel faisait moins d'efforts physiques mais gérait toute l'organisation de la ferme. Élise partageait son temps entre la maison et la boutique. Et peu à peu, la vie reprit son cours. Ou du moins, une nouvelle version de la vie où ils comprenaient tous deux à quel point tout était fragile. Un soir de juin, alors qu'ils étaient assis sur le perron, Gabriel brisa le silence. « J'ai réfléchi. C'est dangereux ça, » il sourit. « J'ai pensé à agrandir la maison. Ajouter 1 pièce ou 2. Pourquoi faire? Pour les enfants. Quand ils viendront. » La main d'Élise se posa instinctivement sur son ventre. Elle s'en doutait depuis quelques semaines, mais n'avait rien dit, de peur que ce ne soit qu'un faux espoir. Mais elle avait du retard. Et son corps lui envoyait des signes qu'elle reconnaissait pour avoir aidé assez de femmes. « Gabriel, dit-elle avec précaution, je crois qu'on va avoir besoin de cette pièce plus tôt que prévu. » Il s'immobilisa totalement. « Vous voulez dire que... » « Je veux dire que j'en suis à environ 6 semaines, si je compte bien. » Pendant un instant, il ne réagit pas. Puis son visage s'illumina d'un sourire si large qu'il sembla rajeunir de 10 ans. « Vous en êtes sûr? Pas tout à fait, mais presque. » Il se leva, l'entraîna dans une petite danse prudente avant de prendre son visage entre ses mains. « Un bébé, on va avoir un bébé. Oui, si tout se passe bien, ça se passera bien, il le faut. » Il l'embrassa avec une tendresse infinie. « Vous allez être mère, et vous allez être père. » À nouveau, une ombre passa sur son visage, le souvenir de Sarah et de l'enfant qu'il n'avait jamais tenu. Mais il chassa cette tristesse.
C'est différent cette fois, dit-il fermement. Vous êtes là. Et je serai là pour chaque seconde. Vous avez intérêt, parce que je n'ai aucune idée de ce que je fais. Moi non plus. On apprendra ensemble. Ils passèrent le reste de la soirée à faire des projets, imaginant un avenir rempli de rires d'enfants courant dans la plaine. Cela semblait à la fois lointain et tout proche. Mais la Terre avait sa façon de rappeler que rien n'est jamais acquis. Le drame arriva en août, sous une chaleur écrasante. L'herbe était sèche comme de l'amadou. Élise était à la maison, sa grossesse commençant à se voir. Elle préparait le repas quand elle sentit une odeur de fumée. Au début, elle pensa à quelque chose sur le feu. Mais l'odeur était trop forte, elle venait de l'extérieur. Elle se précipita à la fenêtre et vit une immense traînée noire à l'horizon qui avançait à une vitesse folle. Un incendie de prairie. Son cœur s'emballa. Gabriel était à des kilomètres de là pour vérifier les clôtures. Le feu fonçait droit sur eux, poussé par un vent violent. Elle courut dehors pour évaluer la distance. 1 kilomètre, peut-être 2. Pas assez de temps pour attendre Gabriel. Elle devait sauver ce qu'elle pouvait. Les bêtes. Elle se précipita à l'étable, ouvrit les stalles, poussa les chevaux et la vache vers le ruisseau en espérant qu'ils y trouveraient refuge. Les poules étaient impossibles à rattraper, elle dut les laisser à leur sort. La fumée s'épaississait, lui brûlant les yeux. Elle voyait les flammes oranges, affamées, dévorant tout sur leur passage. Elle attrapa des couvertures, les trempa dans l'auge et les jeta sur le toit de l'étable en espérant un miracle. Puis elle entendit un galop. Gabriel apparut à travers la fumée, le visage noir de suie. « Dieu merci !» s'exclama-t-il en sautant de cheval. « J'ai vu la fumée et j'ai cru que les bêtes sont au ruisseau, cria-t-elle. Je n'ai pas pu sauver les poules. On s'en fiche des poules. On doit créer un coupe-feu. » Ils travaillèrent frénétiquement, creusant une tranchée autour de la maison et de l'étable, arrachant l'herbe sèche. Le dos d'Élise la faisait souffrir atrocement, son ventre alourdi rendant chaque mouvement pénible. Mais elle ne s'arrêta pas. Le feu était si proche qu'ils entendaient maintenant son rugissement, comme celui d'une bête en furie. La chaleur devenait insupportable. « Ce n'est pas assez !» hurla Gabriel. « La tranchée est trop étroite. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'enfuit. Maintenant, prenez les chevaux et allez au ruisseau. Et vous ? Je vais essayer de sauver la maison. Si je n'y arrive pas, je vous rejoins. »« Gabriel, non ! On part ensemble ou pas du tout ? Élise, je ne veux pas vous perdre. » Il vit la terreur dans ses yeux et céda. « D'accord, on part ensemble. » Ils montèrent à cheval et galopèrent vers le ruisseau, le feu à leurs trousses. La fumée les étouffait et Élise priait pour que le bébé survive à ce chaos. Ils atteignirent l'eau juste au moment où les flammes franchissaient la colline derrière eux. Le ruisseau était peu profond, mais assez large pour les protéger. Ils y forcèrent les chevaux, regardant les flammes passer de chaque côté. C'était un spectacle de fin du monde. Le ciel était rouge sang, la fumée masquait tout. Élise se tenait dans l'eau aux côtés de Gabriel, tous deux trempés et tremblants, regardant leur foyer disparaître dans l'enfer. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Mais alors que le pire passait, elle vit que la maison tenait toujours. Noircie, fumante, mais debout, protégée par leurs tranchées et une chance incroyable. L'étable n'était plus qu'un tas de cendres. Le poulailler avait disparu. Mais la maison était là. Gabriel se mit à trembler, et Élise comprit qu'il pleurait. Des sanglots silencieux qui venaient de très loin. Elle l'entoura de ses bras, là, au milieu du ruisseau, alors que le monde autour d'eux n'était plus que fumée. « Tout va bien, murmura-t-elle. On est en vie. C'est tout ce qui compte. J'ai failli vous perdre tous les deux. Mais on est là. On a réussi. » Ils restèrent dans l'eau jusqu'à ce que le danger soit écarté, puis retournèrent inspecter les décombres. La maison était intacte, malgré quelques vitres brisées par la chaleur. L'étable n'était plus que charbon. « On va reconstruire, dit Élise. Ce n'est que du bois et des clous. On utilisera nos économies. »« Oui, on va reconstruire, répondit Gabriel en la regardant. Il voyait cette femme qui était arrivée comme une mariée par correspondance effrayée et qui était devenue le pilier de sa vie. « Comment faites-vous pour être si calme ?»« Je ne suis pas calme. Je suis terrifié. Mais s'effondrer n'aidera personne, alors je choisis de tenir bon. Je vous aime, Élise. Je vous aime aussi. Maintenant, venez. Voyons ce qu'on peut sauver. » Ils travaillèrent toute la nuit. Au matin, ils étaient épuisés, couverts de suie, les mains brûlées et les poumons irrités, mais ils étaient vivants. Les Lefebvre arrivèrent à l'aube. Jean apportait des outils et du bois, Marie de la nourriture et de l'eau propre. Ensemble, ils commencèrent le travail de reconstruction. L'aide vint de partout. L'épicier leur fit crédit. Le père Antoine organisa une équipe de volontaires. Même Thomas vint du village, rapportant les outils d'Élise qu'il avait sauvés. « Vous n'étiez pas obligé, dit Élise, les larmes aux yeux. Bien sûr que si. Vous m'avez donné ma chance, c'est le moins que je puisse faire. Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle étable sortit de terre. La maison fut réparée et lentement la vie reprit son cours. Mais plus rien n'était comme avant. La grossesse d'Élise avançait, son ventre s'arrondissait chaque jour un peu plus. La santé de Gabriel restait stable mais fragile. Ils avaient tout perdu de leurs économies, mais ils avaient l'essentiel. Ils savaient l'un l'autre, et soudain, tout le reste semblait surmontable. Un soir de septembre,
Alors qu'ils étaient assis sur le perron pour regarder le soleil se coucher, un rituel qu'ils avaient repris malgré les épreuves, Gabriel rompit le silence. « J'ai réfléchi à des prénoms, dit-il doucement, sa voix se mêlant au bruissement du vent dans les hautes herbes du plateau. Élise tourna la tête vers lui, surprise. « Pour le bébé ?» demanda-t-elle en posant instinctivement une main sur son ventre arrondi. « S'il s'agit d'un garçon, j'aimerais qu'on lui donne le prénom de votre père, si vous êtes d'accord, bien sûr. » La gorge d'Élise se serra. Une émotion vive la traversa, un mélange de tristesse ancienne et de gratitude profonde. « Mais Gabriel, vous ne connaissez même pas son nom, » murmura-t-elle. « Alors dites-le-moi. » Élise ferma les yeux un instant, revoyant l'atelier de son enfance, l'odeur de l'huile et du métal, le visage concentré de cet homme qui lui avait tout appris. « Thomas, » répondit-elle enfin. Il s'appelait Thomas Morel. Thomas Meunier. J'aime beaucoup la sonorité de ce nom. Gabriel hocha la tête, un demi-sourire aux lèvres. C'est un beau nom, un nom solide. Et si c'est une petite fille ? Élise laissa son regard errer sur l'immensité du paysage, là où le ciel rejoignait la terre dans un embrasement de pourpre et d'or. Dans ce cas, c'est à vous de choisir. Quelque chose de fort. Un prénom qui évoque quelqu'un capable de survivre à tout, de fleurir même dans les terres les plus rudes. Elle réfléchit longuement, passant en revue les prénoms qu'elle avait entendus au fil de sa vie. « Que diriez-vous de grâce ?» suggéra-t-elle. Pas seulement pour la beauté du mot, mais pour nous rappeler de toujours agir avec grâce, d'être indulgents envers nous-mêmes et envers les autres. « Grâce Meunier », répéta Gabriel comme pour tester le poids des mots. « C'est parfait. » Ils restèrent là, enveloppés dans un silence confortable, observant les nuances du ciel changer lentement. Tous deux étaient conscients d'avoir frôlé le gouffre, d'avoir failli tout perdre dans l'incendie, et cette pensée les rendait infiniment reconnaissants pour ce moment de paix. « Tout va bien se passer, Élise », murmura-t-elle plus pour elle-même que pour lui. « N'est-ce pas ?»« Oui », répondit Gabriel en serrant sa main. « Nous allons nous en sortir. Pas parce que ce sera facile, mais parce que nous allons nous battre. Ensemble. Toujours ensemble. » Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, laissant place au crépuscule, ils restèrent main dans la main, unis par une promesse muette. Quoi qu'il arrive, la naissance de l'enfant, la reconstruction de la ferme, l'avenir incertain, ils feraient face. Côte à côte, honnêtes et imparfaits, se choisissant l'un l'autre jour après jour, jusqu'à ce que ce choix devienne aussi naturel que de respirer. Les premières neiges arrivèrent tôt cette année-là, au début du mois d'octobre. C'était inhabituel pour la région, mais le plateau de l'Aubrac réservait souvent des surprises. Élise, debout près de la fenêtre, regardait les gros flocons danser dans l'air froid. Elle était maintenant enceinte de 7 mois. Ses mouvements étaient devenus plus lents, son dos la faisait souffrir de manière constante, mais elle se sentait habitée par une force tranquille. Derrière elle, Gabriel s'occupait de ranimer le feu dans la cheminée. Il se redressa et vint s'installer à ses côtés, passant un bras protecteur autour de ses épaules. « Vous réfléchissez trop, Élise, dit-il avec une pointe de tendresse dans la voix. « Je réfléchis toujours trop, Gabriel. C'est ma nature. » À quoi pensez-vous cette fois ? À tout. Au bébé qui arrive, aux réserves de foin pour l'hiver, à la solidité du toit de la nouvelle grange sous le poids de la neige. Et puis, je me demande si je suis vraiment prête à être mère. Gabriel déposa un baiser sur sa tempe. Personne n'est jamais vraiment prêt, Élise. On le devient, tout simplement. Ce n'est pas très rassurant, plaisanta-t-elle. Pourtant, c'est la vérité. Vous vous en sortirez à merveille. Vous êtes la personne la plus capable et la plus résiliente que je connaisse. Je sais réparer des montres, Gabriel. Je ne suis pas sûr que cela aide à élever un enfant. Il rit doucement. Les deux demandent de la patience, de la précision et une main ferme. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent à l'intérieur pour que tout marche bien à l'extérieur. Ça me semble assez similaire, au fond. Élise s'appuya contre lui, puisant de la force dans sa certitude. Le bébé donna un coup vigoureux, et Gabriel posa sa main sur le ventre de sa femme pour sentir ce mouvement de vie. « Elle est forte », murmura-t-il. « Elle tient de sa mère. Ou alors elle est têtue, et dans ce cas, elle tient de nous deux. » répliqua Élise avec un sourire. Ils restèrent là un long moment, regardant la neige s'accumuler sur le rebord de la fenêtre. Ils savaient que cet hiver serait une épreuve. La nouvelle grange était fonctionnelle, mais elle n'était pas aussi isolée que l'ancienne. Leurs économies avaient été englouties dans les réparations, et bientôt, il y aurait une petite bouche de plus à nourrir. Le lendemain, Marie Lefebvre vint leur rendre visite. Elle n'arrivait pas les mains vides. Elle apportait un berceau en bois massif que ses propres enfants avaient utilisé, ainsi qu'une pile de vêtements en laine tricotée à la main. « Marie, vous n'auriez pas dû », protesta Élise, touchée par tant de générosité. « Bien sûr que si », répondit Marie avec son franc-parler habituel. « On s'entraide ici, c'est comme ça qu'on survit. » Elle installa le berceau près du feu, passant sa main sur le bois patiné par les années. « Ce berceau a vu passer 4 bébés, il en accueillera un 5e avec plaisir. Merci Marie, c'est vraiment trop. Et vous, comment vous sentez-vous » demanda Marie en s'asseyant. Élise hésita une seconde, puis décida d'être honnête, effrayée, excitée, terrifiée et reconnaissante. Tout ça en même temps. Marie hocha la tête. « C'est tout à fait normal.
C'est le métier de mère qui rentre. Et Gabriel. Jean m'a dit qu'il travaillait dur pour finir les réparations avant le grand froid. Il dit qu'il va bien, mais je ne suis pas sûr de le croire. Les hommes ont horreur d'admettre qu'ils sont fatigués, vous le savez bien. C'est vrai, mais c'est frustrant. Marie rit de bon cœur. Oh, ça ne s'arrange pas avec l'âge, croyez-moi. Mais au moins, il vous a pourveillé sur lui, et ça, c'est essentiel. Une fois Marie partie, Élise resta de longues minutes à contempler le berceau vide. Elle essayait d'imaginer un véritable enfant à l'intérieur. Son enfant. Celui qu'elle avait conçu avec Gabriel. L'idée lui semblait encore irréelle par moments. Elle se rendit dans la chambre et sortit de sous le lit le coffre qui contenait ses outils. Elle n'avait pas touché à un mécanisme depuis des semaines. Ses mains tremblaient un peu à cause de la fatigue, et sa vue lui jouait parfois des tours à cause de la grossesse. Mais elle avait besoin de les toucher, de sentir le métal froid sous ses doigts pour se rappeler qui elle était. Au village, Thomas gérait l'atelier avec brio. Il lui envoyait régulièrement des nouvelles, l'assurant que les affaires marchaient bien et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Il lui avait même proposé de racheter ses parts si elle préférait se consacrer entièrement à sa famille. L'offre était généreuse et, d'un certain point de vue, tentante. Elle pourrait vendre l'atelier, utiliser l'argent pour renforcer l'exploitation agricole et devenir une femme au foyer accomplie. C'était ce que la société attendait d'elle, ce que la plupart des femmes auraient souhaité. Pourtant, l'idée de renoncer à son métier lui serrait le cœur. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Gabriel en apparaissant sur le seuil de la porte. « Je réfléchis, tout simplement. »« À l'atelier, comment l'avez-vous deviné ? Vous avez cet air particulier, celui que vous prenez quand vous essayez de résoudre un problème complexe. » Il vint s'asseoir près d'elle sur le bord du lit. « Thomas vous a fait une offre, n'est-ce pas ?» Élise le regarda, surprise. « Comment le savez-vous ? Il m'en a parlé la semaine dernière quand je suis allé chercher des clous au village. Il voulait savoir si je pensais que cela vous intéresserait. Il ne voulait pas vous brusquer. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Que c'était votre décision, Gabriel, pas la mienne, ni la sienne. Mais vous, qu'en pensez-vous ? » Gabriel resta silencieux un instant, pesant soigneusement ses mots. « Je pense que vous devez faire ce qui vous rend heureuse. Si vous voulez vendre et rester ici, c'est très bien. Si vous voulez reprendre le travail après la naissance, c'est très bien aussi. Je ne vous ai pas épousé pour vous enfermer dans une cage, Élise. Peu de maris réagiraient comme vous. Je ne suis pas n'importe quel mari, et vous n'êtes certainement pas n'importe quelle femme. » Il posa doucement sa main sur son ventre. « Cet enfant va avoir une mère qui sait construire des choses, réparer des mécanismes complexes, diriger une entreprise. C'est un exemple magnifique à lui donner. Même si je ne suis pas là tous les jours, surtout si vous n'êtes pas là tous les jours. » Ma mère travaillait dur, elle faisait des lessives, de la couture, tout ce qui pouvait rapporter un peu d'argent. Je ne l'ai jamais moins aimée pour ça. Au contraire, je l'admirais parce qu'elle faisait ce qui était nécessaire au lieu de se plier aux attentes des autres. Élise posa sa tête sur l'épaule de Gabriel. « Je ne veux pas avoir à choisir entre être mère et être horlogère. Alors ne choisissez pas. Faites les deux. Mal au début, sans doute, parce qu'on fait toujours tout mal au début, puis mieux, et enfin très bien. Vous rendez les choses si simples. Elles ne sont pas simples, Élise, elles sont possibles. Il y a une nuance. 2 semaines plus tard, au milieu de la nuit, Élise fut réveillée par une sensation d'humidité et une douleur fulgurante qui lui arracha un cri. Pendant un instant, elle ne comprit pas ce qui se passait, puis la réalité s'imposa à elle. « Gabriel », murmura-t-elle en secouant l'épaule de son mari. « Gabriel, réveille-toi. » Il fut debout en un éclair, allumant la lampe à huile d'une main tremblante. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Le bébé arrive. Gabriel devint livide. « Maintenant ? » ?»« Mais c'est trop tôt. Va dire ça au bébé, » répondit Élise dans une grimace de douleur. « Va chercher Marie. Reste ici, ne bouge pas. Je ne risque pas d'aller bien loin. Dépêche-toi. » Il quitta la chambre en trombe, et quelques instants plus tard, Élise entendit le galop de son cheval s'éloigner vers la ferme des Lefebvre. Elle essaya de rester calme, respirant profondément entre des contractions qui se rapprochaient déjà. C'était trop rapide. Beaucoup trop rapide. Marie arriva moins d'1 heure plus tard, prenant immédiatement les choses en main avec l'efficacité de celle qui a assisté à des dizaines d'accouchements. Elle installa Élise confortablement, calant son dos avec des oreillers. « À quel intervalle sont les douleurs ?» demanda-t-elle tout en préparant des linges propres. « Toutes les 5 minutes, peut-être moins. »« Et vous avez perdu les os ?» ?»« Oui. » Marie posa sa main sur le ventre d'Élise, son visage devenant sérieux. « Ce bébé est pressé. D'habitude, les premiers prennent leur temps, mais pas celui-là. C'est mauvais signe ? Non, pas forcément. Mais nous allons devoir faire vite. » Elle se tourna vers Gabriel, qui restait pétrifié dans l'encadrement de la porte. « Gabriel, j'ai besoin d'eau chaude, de serviettes propres et que vous restiez calme. »« Vous pouvez faire ça ?»« Oui, je crois. » Marie soupira. « Bien. Alors au travail !» Le travail fut intense et rapide. Rien à voir avec les accouchements interminables dont Élise avait entendu parler. La douleur arrivait par vagues successives, lui coupant le souffle, et au milieu de ce tourment, elle comprit enfin pourquoi certaines femmes ne survivaient pas à cette épreuve.
Mais Marie était là, solide comme un roc, l'encourageant à chaque poussée. Et Gabriel était là aussi, serrant sa main si fort qu'il aurait pu la briser, lui essuyant le front avec de l'eau fraîche, lui murmurant des mots doux malgré sa propre voix qui tremblait de peur. « Vous vous en sortez à merveille, Élise, disait-il. C'est presque fini. »« Ne me mens pas, Gabriel, cria-t-elle entre deux contractions. Je ne mens pas, Marie dit que j'entends Marie moi-même. Je sais ce que presque veut dire. » Malgré la tension, Gabriel ne put s'empêcher d'esquisser un sourire. « La voilà, voilà ma femme têtue. » La petite fille vint au monde juste avant l'aube. Elle était petite, mais elle avait une voix puissante qui emplit instantanément la chambre. Elle avait une tignasse de cheveux sombres et les yeux gris de son père. Marie l'enveloppa soigneusement dans une couverture propre et la déposa dans les bras d'Élise. À cet instant précis, le monde entier disparut pour Élise. Il n'y avait plus que ce petit visage froissé, ses yeux qui cherchaient la lumière, ses doigts minuscules qui s'agrippaient à tout ce qu'il touchait. « Grâce !» murmura Élise, les larmes coulant librement sur ses joues. « On l'appellera Grâce. » Gabriel s'assit au bord du lit, sa main tremblant, alors qu'il effleurait le sommet du crâne de sa fille. Elle est parfaite. Elle est petite, mais elle est vigoureuse. Elle a du souffle, ça c'est sûr, ajouta Marie en s'activant pour ranger la chambre. Je vais vous laisser un peu de temps. Vous avez tous besoin de repos. Une fois Marie partie, Gabriel et Élise restèrent seuls avec Grâce, trop émerveillés pour trouver le sommeil malgré l'épuisement. Les yeux du bébé finirent par se fermer, sa respiration se calant sur un rythme paisible. « On a fait ça, Gabriel, » murmura Élise. « Toi et moi. On a créé un être humain. C'est terrifiant, n'est-ce pas ?»« Complètement, » répondit-il en l'embrassant. Ils regardèrent leur fille dormir, écrasée par la responsabilité immense de protéger cette petite créature. Tout ce qu'ils avaient traversé, l'incendie, la maladie de Gabriel, les hivers rudes, tout cela semblait dérisoire face à la tâche qui les attendait. « Et si je ne suis pas une bonne mère ?» demanda Élise. « Et si vous l'étiez ?»« Je suis sérieuse, Gabriel. »« Moi aussi. Vous allez faire des erreurs, j'en ferai aussi. Mais Grâce ne s'en rendra pas compte parce qu'on est tout ce qu'elle a. Pour elle, tout ce qu'on fera sera la norme. C'est une pensée assez troublante, ou rassurante selon le point de vue. » Grâce s'agita dans son sommeil, émettant de petits bruits étouffés. Élise la souleva avec précaution, et le bébé se blottit contre elle par pur instinct. « Elle vous reconnaît, » dit Gabriel, la voix pleine d'admiration. « Elle reconnaît votre chaleur. C'est déjà beaucoup. » Les premières semaines furent brutales. Grâce pleurait presque sans interruption, les jours et les nuits se mélangeant dans un brouillard d'épuisement total. Le corps d'Élise était douloureux, ses seins la brûlaient à force d'allaiter, et son esprit était embrumé par le manque de sommeil. Gabriel faisait ce qu'il pouvait, arpentant la chambre avec Grâce dans les bras quand elle refusait de se calmer, gérant les travaux de la ferme d'une main, tout en berçant l'enfant de l'autre. « Je ne sais pas comment les gens font pour avoir plusieurs enfants, » dit Élise un soir, alors que Grâce s'était enfin endormie. « J'ai à peine l'impression de survivre avec une seule. » « On survit, Élise. C'est déjà une victoire. On fait ce qu'on peut. La plupart des parents font semblant de savoir ce qu'ils font, mais au fond, on tâtonne tous dans le noir. » Marie passait régulièrement, apportant des plats cuisinés, des conseils précieux et emmenant parfois Grâce pendant quelques heures pour qu'Élise puisse dormir un peu. La communauté se serra les coudes autour d'eux. Des voisins venaient couper du bois sans rien dire, d'autres déposaient des paniers de légumes sur le perron. « C'est comme ça qu'on vit ici, » expliqua Marie quand Élise essaya de la remercier. On s'occupe les uns des autres parce qu'on est tout ce qu'on a. Quand Grâce eut 2 mois, une sorte de routine finit par s'installer. Elle dormait plus longtemps, pleurait moins et commençait à offrir de vrais sourires qui faisaient oublier toutes les nuits blanches. Élise recommença à penser à son atelier. Thomas lui écrivait souvent pour lui donner des nouvelles, l'encourageant à prendre tout le temps dont elle avait besoin. Mais l'envie de reprendre ses outils, de faire travailler cette partie de son cerveau, devenait de plus en plus pressante. « Et si j'allais au village un jour par semaine ?» demanda-t-elle à Gabriel un soir. « Juste le mercredi. Vous pourriez vous occuper de Grâce pendant une journée, non? On s'organiserait. Vous êtes sûr? Gabriel, vous avez été patient avec moi. Laissez-moi être patient avec vous. Si vous avez besoin de votre atelier, retournez-y. Je n'en ai pas besoin, je veux juste si vous en avez besoin. Et c'est très bien comme ça. Grâce a besoin d'une mère épanouie, pas d'une mère qui se sacrifie en permanence. » Élise reprit donc le chemin de l'atelier, un jour par semaine au début. La première fois qu'elle partit, ce fut un déchirement. Elle faillit faire demi-tour à mi-chemin. Mais elle se força à continuer, et quand elle s'assit enfin à son établi, qu'elle reprit ses outils et qu'elle sentit cette concentration familière l'envahir, elle sut qu'elle avait fait le bon choix. Gabriel s'en sortait, parfois difficilement, parfois avec Grâce qui hurlait toute la journée, mais il s'en sortait. Et Élise rentrait chez elle régénérée, prête à redevenir mère, capable d'apprécier chaque instant avec sa fille au lieu de simplement subir le cycle sans fin des couches et des tétés. « Comment ça s'est passé ?» demandait-elle en rentrant. « Terrible, merveilleux et surtout épuisant,
répondait Gabriel avec un grand sourire en lui tendant le bébé. À votre tour, maintenant. L'hiver s'installa pour de bon, la neige s'accumulant autour de la maison. La nouvelle grange tenait bon, les animaux étaient au chaud, et Grace grandissait à vue d'œil. Élise notait chaque progrès dans un petit carnet que Marie lui avait offert. Un soir de janvier, alors que Grace dormait paisiblement et que la neige tombait de rue dehors, Gabriel sortit les livres de comptes. « Nous devons parler de l'année prochaine, dit-il sérieusement. Très bien, je t'écoute. L'exploitation est stable, mais elle ne progresse pas. L'atelier marche bien, d'après Thomas. Mais nous n'épargnons pas assez, et si nous voulons agrandir la ferme ou développer votre entreprise, nous devons prendre des décisions. » Élise y avait réfléchi elle aussi. « Et si nous nous associons avec les Lefebvre, on pourrait mettre nos ressources en commun, partager les frais. » J'y ai pensé. Jean m'en a parlé le mois dernier. Ils vieillissent, leurs fils ne veulent pas reprendre la ferme, et ils auraient bien besoin d'un coup de main. Ça pourrait marcher ? Financièrement, oui. On partagerait les bénéfices. Ça me libérerait du temps pour t'aider à l'atelier, ou pour te permettre de te développer dans d'autres villages. Ils discutèrent des détails jusque tard dans la nuit, échafaudant des plans pour l'avenir. Un avenir qui semblait bien différent de celui qu'Élise avait imaginé en descendant de sa diligence à l'époque. Plus vaste, plus complexe, mais aussi infiniment plus riche. Le printemps revint, apportant avec lui le renouveau. Grace avait presque 6 mois, elle tenait assise toute seule et attrapait tout ce qui passait à sa portée. Élise passait maintenant 2 jours par semaine à l'atelier, et Thomas avait pris plus de responsabilités, gérant le quotidien pendant qu'elle se concentrait sur les réparations les plus délicates. Le partenariat avec les Lefebvre fut officialisé, les contrats signés. Cela signifiait moins de revenus immédiats, mais une plus grande stabilité sur le long terme, et surtout, cela évitait à Gabriel de s'épuiser à la tâche. Un après-midi de mai, alors qu'Élise travaillait à l'atelier, une silhouette familière apparut sur le seuil. C'était Monsieur Valois, l'horloger de Bordeaux, qui avait tenté de l'embaucher quelques années auparavant. « Madame Meunier, dit-il poliment, ça fait longtemps. Monsieur Valois, qu'est-ce qui vous amène par ici? Vous, tout simplement. J'ai appris que vous aviez repris le travail, et je voulais vous faire une nouvelle proposition. Je ne suis toujours pas intéressé par un déménagement à Bordeaux. Ce n'est pas ce que je vous propose. Je veux vous acheter des pièces, des créations originales, du haut de gamme. Vous les fabriqueriez ici, je les vendrais dans ma boutique à Bordeaux en prenant une commission. Votre nom figurerait sur chaque pièce. » Élise posa ses outils, le cœur battant à tout rompre. « Vous voulez vendre mon travail? J'ai vu ce que vous étiez capable de faire. Cette réparation de chronomètre dont tout le monde parle, vos créations pour des clients locaux. Vous perdez votre temps avec de simples réparations. Vous devriez créer. » Il cita un prix par pièce qui lui coupa le souffle. C'était une somme colossale. C'est le prix de l'excellence, ajouta-t-il. Les gens sont prêts à payer pour la qualité, et vous produisez de la qualité. Réfléchissez-y. Ce serait une opportunité incroyable pour vous de vous faire un nom. Après son départ, Élise resta de longues minutes à contempler la carte de visite qu'il avait laissée sur l'établi. C'était bien plus que ce qu'elle avait jamais osé espérer. Ne plus seulement réparer, mais inventer. Se forger une réputation au-delà de ce petit coin de campagne, être reconnue uniquement pour son talent. Elle en parla à Gabriel le soir même, s'attendant à ce qu'il soit prudent ou inquiet. Mais au contraire, il fut enthousiasmé. « Vous devriez accepter, Élise. Ça signifierait plus de travail, plus de temps loin d'ici. Ça signifierait aussi la sécurité pour nous, un véritable avenir pour Grace, et peut-être pour d'autres enfants, si nous avons de la chance. » Il lui prit les mains. « Vous vous êtes toujours limité depuis notre rencontre. Vous avez toujours essayé de vous faire plus petite que vous n'êtes pour entrer dans le cadre de cette vie à la ferme. Mais si vous arrêtiez? Et si vous vous autorisiez enfin à être aussi grande que vous l'êtes vraiment? Je ne sais pas comment faire ça, Gabriel. Si, vous le savez. Vous le faites déjà, étape par étape. L'atelier, l'embauche de Thomas. Et maintenant ça. À chaque fois vous avez peur, et à chaque fois vous foncez quand même. » Elle le regarda avec amour. Cet homme qui avait commencé comme un étranger était devenu son partenaire, son complice. Celui qui croyait en elle plus qu'elle ne croyait en elle-même. « Qu'est-ce que j'ai fait pour vous mériter ?» demanda-t-elle. « Vous avez pris cette diligence, vous avez tenté votre chance. Tout le reste n'est que la conséquence de ce courage. » Élise accepta l'offre de Monsieur Valois. Elle commença à créer des pièces sur mesure, mettant tout son savoir-faire dans des montres qui étaient de véritables œuvres d'art. Le travail était exigeant, mais il lui apportait une satisfaction que la simple réparation ne lui avait jamais donnée. Et cela rapportait assez d'argent pour qu'ils puissent embaucher de l'aide à la ferme et à l'atelier, leur libérant du temps pour ce qui comptait vraiment, leur famille. Grace grandissait, franchissant chaque étape avec une détermination farouche. Elle fit ses premiers pas à 10 mois, prononça ses premiers mots, à 1 an, maman, papa, et, inexplicablement, vache. C'est votre influence, ça, plaisanta Élise. Je le prends comme un compliment, répliqua Gabriel. Ils étaient heureux.
Pas d'un bonheur de conte de fées où tout est parfait, mais de ce bonheur complexe et authentique que l'on construit jour après jour. Ils se disputaient parfois, souvent parce que Gabriel en faisait trop ou parce qu'Élise travaillait trop tard. Ils connaissaient des moments de fatigue intense, les exigences de la ferme et de l'entreprise pesant parfois lourdement sur leurs épaules. Mais ils riaient aussi beaucoup, ils s'aimaient, tout simplement. Quand Grace eut 2 ans, Élise tomba de nouveau enceinte. Une autre petite fille, née au printemps, qu'ils prénommèrent Rose, en hommage à la mère de Gabriel. Et 2 ans plus tard, un petit garçon vint compléter la famille. Thomas, comme promis, même s'il l'appelait affectueusement Tommy pour ne pas le confondre avec Thomas Brunel. La maison fut agrandie pour accueillir tout ce petit monde. L'entreprise d'Élise prospérait elle aussi, au point qu'elle finit par ouvrir une 2e boutique à Bordeaux, gérée par Thomas Brunel, pendant qu'elle partageait son temps entre les 2 lieux. La ferme, quant à elle, devenait l'une des plus prospères de la région grâce au partenariat avec les Lefebvre. Quand Jean et Marie prirent enfin leur retraite, Gabriel et Élise rachetèrent leur part, leur offrant ainsi une fin de vie confortable au village. Les années passèrent, emportant avec elles leur lot de joie et de peine. Grace commença à aider à l'atelier, montrant des dispositions naturelles pour l'horlogerie qui remplissait Élise de fierté. Rose, elle, tenait de son père, calme, posée. Elle n'était jamais aussi heureuse qu'au milieu des animaux de la ferme. Quant à Tommy, il était d'une curiosité insatiable, toujours en mouvement, cherchant à comprendre le pourquoi de chaque chose. Il y eut des années difficiles, bien sûr. Une sécheresse qui faillit les ruiner, un autre incendie de prairie, moins grave mais tout aussi terrifiant. Les problèmes cardiaques de Gabriel refaisaient surface périodiquement, leur rappelant que le temps était précieux et fragile. Mais ils survécurent à tout, portés par cet amour qu'ils avaient choisi de cultiver envers et contre tout. Pour leur 20e anniversaire de mariage, Gabriel offrit à Élise une montre qu'il avait fait fabriquer spécialement par un artisan de Lyon. Elle était magnifique. Le boîtier était gravé d'une scène de l'Aubrac, avec ses vastes plateaux et une petite maison solitaire à l'horizon. « Ouvre-la », murmura-t-il. À l'intérieur, gravé dans le métal, se trouvait une inscription. À Élise, qui a tenté sa chance avec un étranger et a bâti une vie entière. « Avec tout mon amour, G. »« C'est magnifique, dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Vous êtes magnifique, Élise. Toujours. Après 20 ans, 3 enfants et tout ce que nous avons traversé. » Il lui caressa doucement le visage. « Je recommencerai tout. Chaque moment difficile, chaque lutte, si c'était pour vous retrouver au bout du chemin. Même quand je suis têtu, surtout quand vous êtes têtu. » Ils restèrent l'un contre l'autre dans cette maison qu'ils avaient bâtie et rebâtie, entourés par les preuves de leur vie commune. Les dessins des enfants sur les murs, les outils sur la table, les livres de contes qui témoignaient de leur réussite. Ce n'était pas la vie qu'ils avaient imaginée, mais c'était la vie qu'ils avaient créée, pièce par pièce, avec patience et amour. Grace apparut sur le seuil, elle avait maintenant 14 ans et ressemblait tellement à sa mère que c'en était troublant. « Maman, il y a une montre à l'atelier qui me pose problème. Tu pourrais jeter un coup d'œil ? Qu'est-ce qui se passe ? Le ressort de balancier n'arrête pas d'accrocher. J'ai tout essayé. » Élise s'approcha et regarda les mains de sa fille, notant un léger tremblement. « Tu es frustrée, Grace. C'est ça qui fait trembler tes mains. Fais une pause. Reviens-y plus tard avec l'esprit frais. Mais le client en a besoin pour demain. Alors je m'en occuperai. Tu as déjà fait un excellent travail. » Elle se tourna vers Gabriel. « Ça ne vous dérange pas, si j'y vais ? Je commencerai le dîner plus tard. Vous allez encore le faire brûler. C'est fort probable, mais ce sera une aventure. » Élise suivit Grace vers l'atelier, empruntant ce chemin familier qu'elle avait parcouru des milliers de fois. La lumière du soir était dorée, et au loin, elle entendait Rose chanter pour ses chevaux et Tommy rire de bon cœur. C'était sa vie, ce moment précis, ni plus, ni moins, et c'était suffisant. Elle s'installa à son établi, reprit ses outils et sentit cette paix profonde l'envahir. La paix de faire ce pour quoi elle était faite, à l'endroit où elle devait être, entourée de ceux qui la connaissaient vraiment et l'aimaient inconditionnellement. Grace travaillait à ses côtés, leurs gestes se répondant en écho, la même concentration se lisant sur leur visage. Dehors, Gabriel appelait les enfants pour le dîner, sa voix résonnant dans la cour. Tommy protestait, Rose riait, et les bruits de leur famille emplissaient l'air du soir. Et Élise Morel-Meunier, qui était montée dans une diligence 20 ans plus tôt avec pour seul bagage sa peur et son talent caché, regarda tout ce qu'elle avait construit. Elle ressentit alors quelque chose en quoi elle n'avait jamais osé croire autrefois, la plénitude. Pas seulement le bonheur, car le bonheur va et vient, mais une satisfaction profonde et durable, celle d'une vie vécue avec honnêteté et d'un amour gagné de haute lutte. « Maman, demanda Grace, pourquoi tu souris ? » « Je me souviens, tout simplement. »« Tu te souviens de quoi ? » ?»« Du jour où j'ai rencontré ton père. De ma peur, de ma certitude de faire une erreur monumentale. Mais ce n'était pas une erreur. Non, ce n'en était pas une. » Élise toucha la montre à son cou, sentant son tic-tac régulier contre sa peau. Parfois, les choix les plus effrayants s'avèrent être les meilleurs.
Il faut juste avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Les années continuèrent leur marche tranquille. Élise et Gabriel vieillirent ensemble, leurs cheveux blanchissants, leurs mains se marquant de rides, leur corps ralentissant d'une manière qu'ils feignaient tous deux de ne pas remarquer. Mais ils restaient eux-mêmes, toujours partenaires, toujours amoureux, continuant de bâtir cette vie qu'ils avaient choisie. Leurs enfants grandirent et firent leurs propres choix. Grace reprit l'entreprise familiale, l'étendant à plusieurs boutiques et formant des apprentis qui perpétuèrent la tradition. Rose épousa un fermier des environs et éleva des enfants qui couraient en liberté sur les mêmes terres qu'Élise avait autrefois trouvées si hostiles. Quant à Tommy, il surprit tout le monde en devenant médecin, cherchant à réparer les gens comme sa mère réparait les montres. Et à travers tout cela, Élise et Gabriel restèrent le centre de tout, plus calme, moins actif, mais toujours le socle sur lequel tout reposait. Un soir de leur 70e année, ils s'assirent sur le perron comme ils l'avaient fait des milliers de fois. Le soleil se couchait, peignant le paysage de ses rouges et or familiers. La main de Gabriel chercha celle d'Élise et leurs doigts s'entrelacèrent avec le naturel de 50 années de vie commune. « Aucun regret ?» demanda-t-il tout bas. « À quel sujet ? À propos de tout ça. D'être monté dans cette diligence, de m'avoir épousé, d'être resté ici. » Élise réfléchit. Elle repensa à la peur, à l'incertitude, au travail acharné et au sacrifice. Elle repensa aux rêves qu'elle avait abandonnés et à ceux qu'elle avait trouvés à la place. « Aucun regret, Gabriel, » répondit-elle enfin. « Et vous ? » Pas un seul. Ils restèrent là, dans un silence paisible, regardant le jour décliner. Et quand les étoiles apparurent enfin dans le ciel immense de l'Aubrac, comme autant de promesses tenues, ils étaient toujours là. Deux êtres qui avaient tenté leur chance et construit quelque chose qui durerait bien après eux. Pas parce que c'était facile, pas parce que c'était parfait, mais parce qu'ils l'avaient choisi, jour après jour, année après année, jusqu'à ce que s'aimer devienne aussi vital que de respirer. C'était assez. C'était tout.